Nouvelle marque en Chine, je crée tous les process, le design, etc. En moins de 3 jours, mon produit, il a fait le tour de 10 usines. Moi, j'ai gagné 0 € sur ce projet. Moi, je repartirai pas de la Chine sans mon milliard. Je vais devenir milliardaire en Chine. Je veux l'être, je vais l'être. Mon vrai business que je peux pas encore faire parce que j'ai pas assez de commandes, c'est de concurrencer Unexpress. Si quelqu'un a réussi à le faire, c'est que c'est faisable, tu vois. Je trouve que c'est très malsain de réseauter pour réseauter. C'est donne déjà et après ça revient naturellement. Récemment, Shopify a ajouté une taxe. Il nous force à payer une taxe. On peut venir la décocher et vous allez économiser genre 2K, 3K, 5K. La méta à voir en 2025, c'est ne plus voir le dropshipping comme de l'argent court terme, mais voir ça comme une putain de création d'empire. Nouvel épisode d'aujourd'hui, Master. Je suis encore une fois avec Mathéo, très bien accompagné. Également aujourd'hui, on a un invité d'exception, Alex Shane. Bienvenue à toi. Merci beaucoup pour l'invitation. On va faire beaucoup de value aujourd'hui. C'est un putain d'épisode et très heureux d'être ici avec vous. Je regarde vos contenus depuis pas mal de temps. Franchement, c'est vraiment de la frappe ce que vous faites avec Master, avec ta chaîne YouTube et même toi, ta nouvelle chaîne YouTube. Kiffez bien ce putain de podcast et let's go les amis. On va directement te présenter en quelques mots et ensuite on va partager full value parce que les personnes ils sont là pour ça. Écoutez, moi c'est Alex Shane, je fais du e-commerce depuis que j'ai 15 ans maintenant. Donc j'ai commencé il y a un sacré paquet de temps maintenant. Et pendant mes 2 premières années, c'était vraiment la galère parce que moi, il faut savoir que j'ai commencé le e-commerce pas parce que j'avais pas d'argent ou quoi que ce soit. C'était vraiment pour sortir d'un moment très compliqué de ma vie. Je vivais du harcèlement, des trucs comme ça, c'était vraiment pas ouf. Et du coup, je cherchais un échappatoire. Et c'est là où j'ai commencé à découvrir d'abord le resell de chaussures quand j'avais 14 ans, puis le e-commerce quand j'avais 15 ans. Et le jour où je suis rentré dans ce monde du e-commerce, là, ça a totalement changé ma vie. C'est-à-dire que je vivais e-commerce, je mangeais e-commerce, toute ma vie, c'était que du e-com. Et en fait, petit à petit, ça me réglait mes soucis personnels, etc. Parce que je sortais tellement de ma sphère, je me suis tellement créé un nouveau monde dans le e-commerce, tellement créé une grosse passion que ça a trop accroché. Et je voulais faire plus que ça. Du coup, pendant 2 ans, j'ai que fait de la merde, donc vraiment, j'acceptais jamais mes erreurs, etc. Tu gagnais quand même un peu d'argent. En fait, j'avais les sneakers qui me rapportaient de l'argent et je dépensais tout en mass testing dégueulasse, tu vois. Et un beau jour, j'ai commencé à faire des petites ventes, etc. Mais j'étais full perte en vrai. Et c'était pas ouf du tout. Mais du coup, un beau jour, ça a commencé à bien marcher parce que j'ai commencé à vraiment apprendre de mes erreurs, à vraiment me former sur le e-commerce et comment en faire vraiment quelque chose. Beaucoup plus sur l'analyse technique du business plutôt que tester en masse comme ce que je faisais comme un con. Et du coup, ça commence à très bien marcher. 100 000, 200 000, 300 000 euros en un mois. J'avais quoi? J'avais 17 ans et demi, 18 ans. Et là, je commence du coup à. J'ai fait même faire un mois à 450 000 euros de chiffre d'affaires à 18 ans. Et là, à ce moment-là, du coup, je décide de partir à Dubaï. Et là, c'est le début des hauts et des bas. Quelle année Dubaï? Quelle année? Donc j'avais 18 ans, c'était il y a 4 ans. Donc 2021. Fin 2020, début 2021. Et ouais, non, 2020. Et du coup. Covid. T'as dit quoi? Pendant le Covid? Pendant le Covid, ouais, exactement. Et là, c'était le début des hauts et des bas. Une fois, je gagne plein d'argent, l'autre, je suis sous terre, etc. C'était assez catastrophique, mais je kiffais trop le process, tu vois. J'étais vraiment passionné, c'est-à-dire que j'en avais rien à foutre de l'argent, mais j'en avais besoin pour vivre. À mes 18 ans, full e-com, à fond, que ça, incroyable. Je commence à développer mes premières marques, parce que du coup, j'ai totalement essayé de sortir du dropshipping pour créer des vraies marques, des vrais projets. Moi, je suis très long terme, je suis pas du tout en mode vraiment dropshipping, court terme, cash grab. Je suis plus dans cette vision de marque et de trucs pérennes. Et du coup, à mes 22 ans, donc il y a 9 mois environ, 8 mois, j'ai pris la décision de quitter Dubaï, tout simplement pour aller vivre en Chine et développer ma propre société de logistique e-commerce. Et donc c'est là où je suis en plein kiff par rapport à ça. On a commencé dans une petite cuisine de 20 mètres carrés à envoyer des colis avec mon ancien agent qui rentrait du taf, etc. Et de 22h à minuit, elle envoyait des colis. J'avais commencé par juste envoyer une petite boutique à la con que j'avais créée à 20 commandes par jour pour tester les process. On est passé très rapidement dans 300 mètres carrés. Et là, on se trouve dans 4000 mètres carrés avec plus de 150 000 euros investis dans ce nouveau projet avec un putain de software, etc. Et je suis en plein kiff, plus de 40 employés dans cette nouvelle boîte. Mon e-com qui fonctionne super bien. Là, on va faire le premier mois à 750 000 de chiffre d'affaires sur cette fin de mois. On vise le million de Sur plusieurs boutiques ou une seule boutique sur le marché français. Moi, je suis en payant la TVA et toutes ces galères, donc je me retrouve quand même avec 15% de marge après tout ça. Et je suis en plein kiff, quoi. Là, c'est... Je suis content de ma life, finalement. Magnifique. Mais on en discutera de la partie e-com, Ouais, de comment ok. tu arrives à dégager 15% même avec la Ouais. TVA. Je pense que ça peut intéresser pas mal de personnes, même si on peut rentrer déjà dans le sujet. Avec plaisir. Ça serait quoi tes clés justement pour sortir avec 15% de marge sur le marché français en payant la TVA? Bah, en fait, la première chose à voir, c'est au début ne pas avoir peur de sa marge. C'est-à-dire que moi, la première année,
et j'étais pas du tout, enfin les premiers mois, j'étais pas du tout à 15-20% après TVA. C'était assez catastrophique, j'étais à 4, 5, peut-être 7% de marge grand maximum, parce que du coup, c'est vraiment la galère. Et ça, c'est une erreur que je vois chez beaucoup de personnes pour le coup. Ils vont commencer à scaler à 1000, 2000, 3000 euros de chiffre d'affaires par jour, et en fait, ils vont voir leur marge baisser. Ils vont se dire, oh putain, je descale parce que ma marge elle est en train de baisser, ça va pas du tout, le business va mal, du coup ils descale, et en fait ils ont jamais cette barrière où ils vont passer les 5000, 10 000, 15 000 euros de chiffre d'affaires par jour, parce qu'ils descale à chaque fois qu'ils voient de la renta baisser. Donc moi en fait je me suis totalement enlevé le truc de la marge qui baisse, etc. Je me suis totalement détaché de ça. Pour les premiers mois, c'était vraiment full construction, on va dire, tu vois, j'étais à 5, 7%, etc. Et j'en avais rien à foutre de vraiment ma marge, je faisais juste attention d'être rentable, etc. pour pouvoir scaler et dégager du cash flow un minimum. Et après, une fois, quand je suis monté à 15-20 000 euros de chiffre d'affaires stable par jour, là, j'ai commencé à travailler ma marge. Donc, j'ai commencé à réviser ma supply, réviser mes produits. J'ai commencé à voir quels étaient mes coûts fixes dans ma boîte qui étaient mauvais, etc. J'ai commencé, parce que du coup, quand j'avais 7% de marge, je testais plein d'angles marketing différents. J'avais 7% plein... avec la TVA? Ouais, avec la TVA. Peut-être en phase construction. En phase construction, ouais. Et du coup, je ciblais plein de personnes différentes pour vraiment comprendre où était mon marché, tu vois. Et maintenant, je sais qui est mon persona exact. Donc, mon persona, pour ceux qui ne savent pas peut-être, c'est la personne que... ton client idéal, on va dire. Et ben maintenant, je sais exactement qui c'est, donc je peux vraiment me focus sur cibler ces personnes, faire des funnels beaucoup plus adaptés à cet angle-là. Et en fait, c'est Facebook qui m'a montré quel angle exactement je devais cibler. Et là, je me retrouve du coup avec des ROS beaucoup plus importants, intéressants plutôt, parce que j'ai toutes ces datas d'avant, d'avoir testé un peu tout et n'importe quoi par rapport à mes ads, à mon targeting d'audience, etc. Et donc, j'ai pu travailler ma marge comme ça, réduire mes coûts fixes, des trucs qui servaient à rien, des personnes inutiles, etc. Et du coup, énormément bosser sur ma supply. Là, je suis carrément en train d'ouvrir une usine en Chine pour ma propre marque, qui me permet de vraiment cutter toutes les petites marges, micro-marges qu'un peu tout le monde prend. Pareil, dès qu'il y a une application, par exemple, qui me prend trop d'argent, trop de pourcents, je vais la développer moi-même avec mon équipe pour toujours récolter un maximum gratter des petits points par-ci par-là. Et en fait, c'est comme ça que tu construis une marge intéressante. Et justement, quand tu parlais de persona, que tu as dit que le début, tu en phase de test pour vraiment trouver le bon persona, etc. Tu l'avais pas déjà trouvé en cherchant chez les concurrents au moment de lancer la marque? Ou c'est un produit que tu n'avais pas trouvé chez les concurrents et c'est aussi pour ça que tu l'as lancé? Alors, est-ce que tu as... Ouais. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai dupliqué une marque US, Ok. dupliqué intelligemment. Ça aussi, c'est quelque chose que les gens font souvent. Ils dupliquent bêtement une marque, Ouais. sans vraiment la connaître, sans comprendre le backstage de cette marque, tu vois. Ils vont dupliquer une marque au level 100, alors qu'ils n'ont pas vu comment cette marque est passée de 1 à 100, parce qu'une ads d'une marque au level 100, c'est pas du tout le même objectif qu'une marque qui débute, etc. Et bref, je me perds un peu dans ta question, mais du coup, j'ai dupliqué une marque US qui avait un persona spécifique. J'ai essayé ce persona en France, sauf que ça répondait pas de la même manière. Ouais. Et en fait, du coup, ça, je me suis dit, bah merde, il y avait quand même une traction, je voyais qu'il y avait un truc super intéressant. Je me suis dit, bah merde, faut que je trouve une façon, etc. Du coup, moi, je savais que le produit il marchait, c'est l'un des produits les plus vendus au monde, donc il n'y avait aucune raison que je ne les vende pas. Moi, 100% de mes testings, je les réussis parce qu'à chaque fois, je m'obstine sur mon produit pour trouver l'angle parfait. On sait pas forcément un conseil pour les débutants, pour le coup, parce que ça peut être risqué. Mais du coup, voilà, j'ai trouvé mon angle par la suite en testant 3-4 angles différents avec des personnages différents, etc. Et il y en a un qui a super bien répondu, et en fait, qui était une énorme partie de la population. Ouais. Et du coup, je me suis focus sur eux et ça a explosé, et voilà. Et là, maintenant que tu as ton persona, c'est ça aussi qui te permet d'avoir des meilleures marges en faisant que des créas sur Exactement. ça et en ciblant que ça, ok. C'est ça. C'est vraiment je pense, en 80-20, ce qui m'a fait gagner plus de marge, c'est ça, et la supply, mais plus ça, tu vois. Parce que ça, c'est vraiment, en termes de ROS, trucs comme ça, etc., c'est super important. Et avoir un bon comptable aussi. Ça paraît con, mais tu peux vite perdre des points de marge si ton comptable, il fait de la merde, etc. Ouais. Et voilà, quoi. On résume un peu comment tu as trouvé le produit. Mhm. Donc, comment tu as fait ta recherche? Alors, moi, mes recherches, en gros, comme j'ai déjà des boutiques qui tournent de base, moi, j'avais déjà pas mal de boutiques qui tournaient déjà. Dès que je vois une marque intéressante sur mon feed Facebook, et ben je la note, je la mets de côté. Et comme je suis vraiment passionné par ce truc, etc., j'ai toujours les regarder. Qu'est-ce qui se passe, comment elle réagit, etc. Tu vois, il y a SimilarWeb, TrendTrack maintenant d'ailleurs. Et je regarde à chaque fois s'il y a une évolution dans le nombre de visiteurs, des trucs comme ça, combien il y a de dates actives. Et en fait, j'ai un sheet avec plein de marques différentes que je sais que je vais sûrement jamais lancer, mais qui me permettent vraiment d'avoir un suivi sur les marques les plus intéressantes. Uniquement des marques qui me plaisent pour le coup. Jamais je vais lancer une marque qui me plaît pas. Moi, c'est vraiment pour le kiff parce que je suis passionné par ça. Donc, j'ai envie de bosser sur un projet passionnant. Et du coup, j'ai mon tableau, mon sheet. Je regarde exactement, peut-être une fois par mois, tu vois. Je fais un petit check-in dessus. Je regarde, ok, là, il y a eu une augmentation ici. Il y a eu nombre d'ad actifs qui a évolué, qui a baissé.
Et en fait, quand tu regardes ça sur 6-7 mois, et bah, sur 1 ou 2 mois, ça fait rien, mais sur 6-7 mois, j'ai vraiment une tendance sur ces marques. Et après, je me dis, ah bah, elle a l'air quand même cool. Là, j'ai un peu de temps, j'ai une équipe qui se dégage. Bah, vas-y, je tente une nouvelle marque. Et c'est comme ça que d'ailleurs, là, je lance une nouvelle marque. J'ai shooté hier à Dubaï, justement. Et je lance une toute nouvelle marque exactement pareil. Juste, je regarde la plupart des. Enfin, je regarde mon tableau et je trouve les opportunités dessus. Et voilà. Mais du coup, c'est au fur et à mesure du temps, j'ai vraiment énormément de data, de sites, etc. qui tournent. Et ça me permet d'avoir un suivi constant sur ce qui se passe sur le marché et vraiment les plus grosses marques pour le coup. Et après, quand tu commences, tu prends exactement le même produit ou tu le customises directement? Je teste toujours en mode pirate un peu avec IA, etc. Parce qu'avec l'IA, on peut faire des putains de trucs maintenant, e-com. Ça me permet d'aller beaucoup plus vite. Là, sur la nouvelle marque, j'ai directement fait parce que là, j'avais la flemme. Je voulais directement passer aux choses sérieuses parce que je sais qu'elle va marcher. J'ai les compétences, j'ai les datas, etc. Mais de base, c'est vraiment full IA. Je me focus pour. Enfin, j'ai un mec qui me fait les trucs IA à la perfection, etc. Il y a plein de tutos sur YouTube d'ailleurs que vous pouvez regarder pour faire des vraiment contenus ultra quali par rapport à ça. Rien qu'avec Canva, on peut dire. Mais rien qu'avec Canva, ouais, On mais le répète, mais. ouais, c'est vrai, rien qu'avec. Tu sais que moi j'utilise 99% du temps Canva. Canva, c'est Pareil. vraiment mon bébé. Genre, Ouais. j'ai l'impression. Et d'IA, ouais, c'est. Et après, qu'on me montre Photoshop, je comprends plus rien. Moi. Ouais, pareil. Non, c'est trop fort Canva. Du coup, je fais comme ça, je lance le produit un peu en pirate. Et là, si ça répond bien, enfin, je le lance jusqu'à ce que ça réponde bien. Et à partir du moment où ça répond vraiment bien, parce que parfois, je peux avoir des testings qui réussissent, mais qui vont pas avoir des ROS assez intéressants, ou alors le produit était pas si qualitatif que ça, ou des trucs comme ça. Et tu peux pas forcément le rendre plus qualitatif à cause de problèmes techniques. Là, je vais me dire, ok, je mets ce projet de côté parce que pour scaler à de très hauts niveaux, à des 20-30 000 euros par jour, c'est pas forcément intéressant. Et du coup, voilà quoi. Quand tu dis pirate, c'est. Tu reprends les ads, mais tu fais des mashups ou. Ouais, Ah, c'est ok. ça. Je reprends les ads, je fais des mashups, je les mixe, je rajoute une musique ou alors même une voix par-dessus, etc. Ouais. Je teste très rapidement. Par contre, dès que ça marche, Ouais. là, je coupe tout. Vraiment tout. Je fais mon content. Et là, je passe vraiment à ce que j'appelle la guerre. Et là, t'enchaînes. Là, tu fais ads sur ads sur ads. Tu mets toutes tes équipes dessus. Et tu scales ça au plus haut que tu peux. Enfin, pas au plus haut que tu peux. D'abord, tu consolides ta marque, tu consolides le projet. Et après, tu vas taper les paliers progressivement. Et ça, pareil, ça, je l'ai appris parce que j'ai des investisseurs sur mes marques. Je mets toujours 2 ou 3% d'investisseurs sur mes marques pour essayer un maximum d'étendre mon réseau, que ce soit aux États-Unis, etc. Je le fais pas pour l'argent en lui-même directement, mais juste pour les contacts, ce qui m'a énormément aidé. Et en gros, la grosse leçon que j'ai appris, c'est qu'une marque avec une croissance stable, tu vois, qui peut prendre 5-10% par mois, même plus, c'est bien mieux qu'une marque qui fait 100 KD d'un coup, qui stagne et qui en fait même décroît un peu. Elle se vendra moins bien qu'une marque qui peut faire un peu moins d'argent, mais avec une croissance stable. Parce que les 100%. investisseurs, ils vont se focus sur la croissance et pas sur le chiffre en question à l'instant T, quoi. Et comment tu trouves justement tes investisseurs? Bah maintenant, j'ai mon petit réseau, mais au tout début, en fait, s'il y a un conseil que je peux donner aux gens, c'est vraiment d'aller dans des événements, etc., rencontrer le plus de personnes et pas être tout timide dans sa chambre. Parce que c'est vrai que le e-com, ça peut être un business de mec timide comme ça, Ouais. dans sa chambre, qui bouge jamais, tu vois. Alors qu'en fait, il faut vraiment voir ça comme un vrai business, une vraie opportunité, une vraie création d'empire. Et donc, dès que tu peux aller faire du réseau avec quelqu'un, essayer d'aller le rencontrer. Et en fait, moi, c'est comme ça, de fil en aiguille, le pote du pote qui m'a présenté l'ongle du truc. Et finalement, mes investisseurs, c'est des mecs de 50 ans et qui kiffent, tu vois, ils sont là pour la vibe, ils sont pas là pour l'argent et ils veulent juste suivre les trucs. Et je donne en moyenne 2% par projet, peu importe le projet. À la revente Euh, ou par mois ou En comment ça se gros, passe c'est un peu uniquement la vente. Pas de dividende? Aucun Ok. dividende, ils ont aucun pouvoir dans la boîte. C'est vraiment histoire de les avoir pour mon réseau. Mhm. Et je sais qu'avec eux, je pourrais revendre bien plus haut parce qu'ils ont les contacts, ils sont connectés avec leurs boîtes milliardaires, etc., les fonds d'investissement qui absorbent de la croissance en masse. Parce que quand tu veux revendre ton shop sur les trucs Shopify vraiment nichés, etc., entre e-commerçants, tu vas en tirer un bien moins meilleur prix que si tu revendais un gros fonds d'investissement qui veut juste absorber de la croissance. Donc par exemple Flippa, Dotmarket, Bah, c'est là ça. t'as moins de Là, t'as moins de Ok. valo parce que c'est vraiment. Le but, c'est d'être rentable, ils font super Ouais. attention, etc. C'est pas des énormes structures. Et moi, mon objectif, j'ai pas encore fait de revente, hein, donc c'est vraiment ce que me disent les investisseurs et ce que j'essaye de mettre en place. C'est vraiment d'être big et après me faire absorber par une énorme structure, juste parce qu'ils veulent absorber de la croissance, par exemple en France, où ils sont pas forcément déployés. Ouais. Et du coup, ils sont prêts à mettre beaucoup plus d'argent, un peu en mode ferme les yeux, ils veulent juste de la croissance. Et du coup, c'est un peu ma stratégie ultra. Faire beaucoup de volume pour me faire absorber par un énorme fonds, quoi. Et justement, comment t'as négocié le fait de donner juste 2% à la revente? Parce que moi j'ai déjà discuté plusieurs fois avec ce type d'investisseurs sur des marques, parce que des fois tu veux lancer une marque made in France, etc., où t'as besoin genre de 300K Ouais. pour la lancer. Et du coup c'est aussi un avantage concurrentiel
comparé à tous les autres qui Mhm. sont en full drop et du coup tu vas avoir un taux de réussite assez élevé Ouais. et scaler rapidement. Mais c'est vrai toujours, moi, il me demandait bien plus que 2-3%. C'est quoi un peu. Comment En tu as fait- réussi à avoir ce pourcentage-là et donner juste aussi à la revente? Ça, c'est vraiment l'importance justement du réseau. Ok. C'est-à-dire que je me suis devenu pote avec mes investisseurs. Moi, tu vois, mon investisseur, au début, il est rentré en tant qu'investisseur, mais maintenant, c'est mon mentor. C'est mon meilleur pote, limite, tu vois. On s'appelle tous les jours, etc. On a 35 ans de différence, mais on s'appelle, etc. Ouais. On se raconte nos trucs. Son fils, il m'appelle oncle, enfin, tu t'as capté. Et du coup, j'ai vraiment fait super attention à me. Relation, hein. Ouais, voilà, être très proche des personnes et vraiment très gentil avec tout le monde, etc. Et surtout, en fait, ce qu'ils ont kiffé, c'est qu'ils voient que je parle avec passion. Ils voient que je fais pas ça pour l'argent, je fais pas ça pour les baiser, mais je fais vraiment ça parce que je suis totalement passionné par ce que je fais. Je me lève tous les matins, je kiffe, etc. Je vais à 1000 à l'heure pour tout faire, etc. Et ils adorent. Et en fait, eux, c'est en mode un peu, j'aime beaucoup voir ton process et je sais que tu vas faire une belle boîte. Alors je mets un ticket sur toi et tu vois, ça fait comme ça, quoi. Excellent. Ouais, c'est Donc, intéressant. se connecter à des personnes, à des événements, ne pas être seul dans sa chambre et être timide, Ouais. être voir long terme, Comme avoir. t'étais, comme beaucoup de e-commerçants sont. Comme beaucoup trop, ouais. Non, vraiment, connecter un maximum. Toujours, dès qu'une personne vous dit est-ce qu'on est prêt à connecter, est-ce qu'on peut s'échanger de la value, etc. Même si t'as la flemme, fais-le. Je te promets que effet cumulé, peut-être une ou deux personnes, ça va être de la merde, t'auras rien récolté. Mais en effet cumulé, tu auras toujours une personne qui va t'apporter quelque chose. Et si tu prends toujours ce temps d'aller rencontrer les personnes, échanger de la valeur, donner de la valeur à toutes ces personnes, tu auras toujours un moment où ça reviendra vers toi. Et ce que tu as donné, ce que tu as apporté, et moi je dis que Dieu me le rendra. Tu vois. Ouais, 100% d'accord. Je pense que les gens n'ont pas compris dans le fait de réseauter. C'est pas réseauter pour soi. Ouais. C'est donne ce que tu peux aux autres. Essaie de connecter avec l'humain et donne de la value si tu peux apporter de la value. Et après, ça revient naturellement. Ouais, Et je trouve que c'est très malsain de réseauter pour réseauter. Et c'est là qu'en fait, il n'y a rien qui se construit ou même des relations malsaines. Mm. C'est vrai que c'est un petit souci quand même sur le marché francophone. Les gens, ils aiment bien être dans leur coin, etc. Que en fait, juste le fait de tout donner, c'est vraiment trop puissant. Ouais, c'est ça. C'était la stratégie sur chacun de mes business en vrai. Plus tu donnes, vraiment, mais t'en as rien à foutre. Genre donne. Ça reviendra toujours vers toi. C'est-à-dire, là, vous donnez plein Donne de la TVA. Ah non, peut-être pas. Mais du coup, là, pareil, vous donnez full valeur aux gens et en fait, petit à petit, vous faites ça pour le kiff, pour faire kiffer les gens. Et en fait, ça reviendra vers vous et c'est trop bien, quoi. Ouais, 100%. Puis ça fait un cercle pas vicieux, vertueux, exactement. Ouais. Parce qu'en fait, quand tu donnes, les gens qui disent eux, ils donnent, ça influence les gens à donner en retour. C'est ça. Pour ceux qui écoutent, ça va vous favoriser à donner en retour et du coup, ça fait un monde meilleur en gros. De donner, donc, donner. Donner, Totalement. ouais, c'est vrai. Et justement, si on reparle juste de tes process e-com, donc à quel moment tu te dis que tu passes du mode pirate au mode brand, shooting fait par toi, bien brandé, fulfillment, etc. C'est vraiment à quel stade? Alors, c'est à partir du moment où je vais voir que mon ROS peut être consolidé assez haut. Je vois que ça commence à bien prendre. Il y a beaucoup de personnes qui sont intéressées par le produit. En fait, tu vois quand ça commence à prendre et quand il y a beaucoup de demandes sur ton produit. Et surtout, si j'arrive à avoir une marge après TVA, évidemment, sans trop galérer, etc. Et que j'arrive à être stable. En fait, à partir du moment où je fais 1000-2000 euros de chiffre d'affaires par jour avec un bon ROS et que le produit peut être très qualitatif, même si la version que je vends actuellement, elle n'est pas forcément qualitative parce que j'ai pas encore fait les modifs, et ben là, il y a tous les voyants. Et aussi, j'évite fortement les produits électroniques, les produits très lourds. Ça, on en repartera peut-être dans la partie supply, mais électronique, très lourd, et c'est tout. Et très imposant. Et du coup, tu restes dans tes niches spécifiques parce qu'on connaît des e-commerçants qui chiffrent beaucoup et ils restent dans leur niche parce qu'ils connaissent les codes, etc. Toi, tu restes dans tes niches. Je reste dans ma niche, ouais. Ok. Je reste vraiment dans ma niche parce qu'en fait, ça fait facilement 5 ans que je travaille dedans et le marché est tellement grand. Moi, je suis dans la niche des vêtements, je peux le dire, je m'en fous. Le marché est tellement grand qu'en fait, il y a plein de marques à créer sur différents personas par rapport à ça. Et ce qui fait que j'ai trop d'argent à faire dessus avant qu'une autre niche soit plus importante, plus intéressante. Enfin, j'ai pas envie de repasser tout ce temps à reconnaître ma niche, etc. C'est pour ça que moi d'ailleurs, je conseille toujours aux gens de se focaliser d'abord sur une niche et pas sur une petite niche, hein, vraiment un truc bien mastodonte pour la comprendre les problèmes, etc. J'ai mis tellement de temps à gérer tous mes retours, etc., les pourcentages de retours, que je suis trop rodé maintenant, tu vois. C'est-à-dire que tu me donnes n'importe quelle boutique de vêtements actuellement qui chiffre, je te la fais chiffrer et je fais autant d'argent qu'eux, j'en sais rien, en 3 mois, tu vois.
Enfin, j'abuse peut-être du bail, mais vous avez compris, je peux faire. En vêtements, je suis imbattable. Ça, c'est un truc très important et ça, on l'a déjà mentionné sur le podcast, c'est que la plupart des gens, ils testent des produits sans rester dans une niche, du coup, ils n'ont pas de learning. Ouais. Ils ont des feedbacks, mais ils n'arrivent pas à comprendre, ils n'arrivent pas à percer. Et C'est ça. rester dans une niche, c'est ce qu'on fait, ce qu'on a déjà conseillé, c'est le meilleur truc quand on veut percer. Et après, bien sûr, une fois que tu plies la niche et que tu passes à un next step, là, tu peux peut-être, si tu veux t'amuser, aller sur d'autres niches. Mais plus tu restes, plus ça va être simple et moins ça demandera d'efforts parce que tu as déjà tous les schémas, Bah ouais, c'est tous ça. les Une codes. fois que tu as un certain niveau, tu vois, si t'as pas encore, si t'as jamais chiffré et que tu dis, ok, moi ma niche c'est vêtements, c'est vêtements, ouais, c'est ouais. vêtements, mais tu vois sur la library que tu as quelque chose qui print énormément, ne pas être Ouais. fermé à Ouais, Ouais, aussi. c'est au début que tu peux essayer de te concentrer sur différentes niches, voir en fait d'abord Ouais. ce qui te plaît. Mhm. Parce que tu vas passer, je sais Mais pas pas combien forcément d'heures. ce qui te plaît, hein. Il y a des Ah personnes, ouais. on connaît des personnes qui vendent des choses pour, pour des insectes qui scale Ouais. à plusieurs millions Ouais. d'années. Après, c'est moi ma vision du e-com, tu vois. Parce qu'en Ouais. fait, il y a tellement d'argent partout, dans tous les secteurs, etc. Ouais. Autant faire un truc qui te plaît un minimum. Au début, je suis pas du tout Ah non, au d'accord. début, ah ouais, non, ok, Ouais. au début. Ouais, au début. Plus qu'hectare, genre, je sais Ouais, non, pas. au début, tu fais de l'oseille. Au Voilà. début, c'est vrai. Pour moi, Au pour tout moi début, il tu faut, fais il faut de se l'oseille. mettre sur des niches où c'est que le public est le plus aware possible du produit. Ouais. C'est-à-dire, plus ça va être, plus le produit va être, le problème va être peut-être fort, mais va être compliqué à expliquer aussi qu'il va falloir avoir des skills copywriting, plus tu vas avoir de barrières, enfin plus ça va être dur. Parce qu'au départ, on n'a pas de compétences copywriting. Donc je dirais au départ, le meilleur moyen pour chiffrer assez rapidement, c'est de se mettre sur des niches comme les vêtements, les bijoux, les choses c'est que les gens connaissent déjà. Pas ou des produits où c'est que le marketing peut être facilement copié du concurrent. Par exemple, un nouveau gadget où c'est qu'il reprend les arguments marketing et voilà. Mais de se mettre sur un marché très compétitif comme la santé où c'est qu'il y a un taf à faire au niveau copywriting, là c'est pas ce que je conseille aux débutants. Hmm. Toi, t'en penses quoi de ça? Bah, en vrai, t'as totalement raison, t'as bien résumé le truc. Et je pense que quand tu débutes, tu dois vraiment avoir cette faculté à masse apprendre. Parce qu'il y a trop de personnes qui vont justement essayer de faire un truc, ils vont prendre un peu trop de temps à faire les choses, etc. Je parle pas forcément juste de créer une boutique trop longue, etc. Forcément, les débuts, tu peux prendre un peu plus de temps. Mais juste essayer de vraiment comprendre tous les rouages du truc, foncer, bouffer du e-com, tu vois. Et ne pas s'arrêter et petit à petit comprendre un peu quelles sont tes faiblesses, quels sont les trucs cool, etc. Et après te focus comme tu dis là où c'est le plus simple de vendre au début. Pour moi j'aime bien les produits où ça se vend déjà énormément, tu vois. On parle beaucoup du produit saturé, moi je crois pas une seule seconde. T'as juste quand t'es débutant, nous là où on est le plus des résultats chez les débutants, c'est quand tu prends un produit qui se mass test, enfin qui se Qui un est produit mainstream. mainstream de fou. Et en fait, tu vas arriver sur le marché avec un argument différent ou un sous-persona du concurrent principal. Imagine ton persona, j'en sais rien, je sais pas forcément d'exemple, mais imagine ton persona, c'est un persona A qui a ses problèmes et du coup, il se focus vraiment sur celui-ci, mais il y en a plein d'autres qui découlent de ce problème. Peut-être te focus sur un autre persona un peu plus niché, tu vois, mais qui a quand même un peu de masse et aller essayer de le cibler. Tu sais que le produit marche, tu sais que le concurrent il fait de l'argent avec, tu te positionnes juste sur un persona un peu différent, histoire de prendre de la data, de comprendre le marché, etc. Et après, petit à petit, tu pourras aller attaquer plus gros et prendre le persona principal, mais au moins ça te permet d'être focus et d'arriver sur une... Tu sais que ça vend, et si ça marche pas, c'est toi le problème, tu vois. Ouais, Et nous, c'est comme ça qu'on a beaucoup de résultats, et parce que en fait, c'est plus simple, quoi. c'est un travail de marketing. Travail de marketing, ouais. Vraiment de persona, de marketing et d'angle, quoi. Ouais. En vrai, 100%. c'est ça hein, le e-com, c'est les angles marketing, persona et créa. Tu tournes sur quel canal d'acquisition en ce moment? Facebook principalement, je dirais 80% Facebook. Après, j'ai mon Google Ads, Google Shopping, etc. Qui tourne, la branding aussi. Et là, j'ai commencé, ça faisait très longtemps que j'avais pas fait de Snap Ads. J'ai un petit TikTok qui tourne, qu'on est en train de scale gentiment. Là, on va atteindre les 7K day, on a fait hier sur TikTok Ads, TikTok. tu veux dire? Ouais, TikTok Ads, ouais. Donc, c'est encore timide. Mais je suis trop content, on a relancé Snapchat Ads. Je sais pas si vous avez déjà fait du Snap Ads. Moi, c'était à l'ancienne, vraiment, mes tout débuts. Mes premiers shops, c'était sur Snap Ads. Et là, j'ai relancé et en fait, c'est incroyable Snap Ads. J'ai 5,5, 6 de ROS, juste en balançant des créas TikTok à la con. Stabilisé, aucun problème. Et franchement. Combien de spend à peu près par Là, jour? non, là, je suis à que dalle. En vrai, je suis à 350 de spend par jour. Donc, Si tu veux scaler en France, Parce qu'au départ, ils retarget Snap. Il retarde. Ils retarget facilement au départ. Après, il faut voir, c'est combien de temps que tu as relancé? Non, ça fait 10 jours. Là, 10 je suis jours, juste ouais. en plein Ouais, kiff, faut là, voir en pleine après, si dopamine t'arrives du à Snap Ads. Et sur TikTok, tu arrives à faire du 7KD, comme ce qui est très bien. Ouais. Ça serait quoi tes conseils justement en termes de media buying pour TikTok? Parce que c'est encore pour être stable, ouais. ouais, c'est encore une technique de media Moi, buying. c'est uniquement mass tester de la créa.
Ok. En vrai, les structures, etc., moi, je m'en fous un peu, pour être honnête. Mhm. Genre, moi, j'ai mes media buyers qui font leur truc, mais juste, on leur envoie une dose monumentale de créa. Et tu vas tester. Malheureusement, sur TikTok, c'est que ça. Hein, c'est full créa. Je suis vraiment toujours 80-20. Moi, si on parle de stratégie de media buying, je vais te répondre en termes de créative. Parce que pour moi, peu importe vraiment la structure que tu vas mettre, c'est surtout sur Facebook, tu vas pouvoir faire exploser tous tes shops. Et du coup, on balance, je pense, au moins 150. Sur Facebook, on balance facile 100 créas par semaine, 100 à 150. Et sur TikTok, on en balance 70 par semaine environ. Tu balances les mêmes ou tu balances celles qui sont winneuses sur Meta et que tu les mets sur TikTok? C'est quoi ton process pour TikTok? Ça dépend, on va scier un peu de tout. Et en fait, TikTok, on sépare un peu de Facebook. Ça veut dire qu'au début, on lançait tout ce qui était Facebook. Ouais. On lançait vraiment en masse pour comprendre un peu. Et après, de fil en aiguille, on a vu ce qui marchait mieux en hook par rapport à TikTok, etc. Les angles les plus pertinents par rapport à ça. Mine de rien, tu vois, j'ai un angle précis sur Facebook, mais en fait, l'angle sur TikTok, il est un peu différent. Le personnel, il est un peu différent. Du coup, on a réadapté, en fait, on a beaucoup itéré. Et à chaque fois, c'est tu testes, ça en découle de 3 trucs. Tu vois ce qui marche mieux dans les 3, tu refais 3 tests par rapport à chaque itération. Au final, tu te retrouves avec un bon arbre de data. Tu prends le haut de l'arbre, tout ce qui marche, et on itère dessus à fond, quoi. Ok. Et tes gros winners de TikTok, du coup, rien à voir avec Meta. Pas rien à voir, mais différent quand même. Ok. C'est différent dans le dynamisme, surtout de la vidéo. TikTok, on essaie d'être beaucoup plus rapide, beaucoup plus court. C'est qui a musique ou c'est qui joue. Ouais, en c'est effet, ça. ouais. Exactement. Donc on est beaucoup plus dans le speed, mais Facebook, on est plus chill. De toute façon, Facebook, c'est vraiment notre main focus. TikTok, on s'en fout un peu. Enfin, on s'en fout pas, c'est quand même super important comme canal, mais notre vrai focus, c'est Facebook pour le coup. T'as un public jeune sur Meta aussi? Ou c'est Non, moi, c'est plus les plus vieux. vieux Enfin, sur au-dessus- Meta et au-dessus de TikTok 35. aussi? Ah bah non, justement, TikTok, Ok. du coup, c'est les plus jeunes. Et du coup, c'est là où notre marque, elle est plus pour les plus de 35, tu vois. Mhm. Et du coup, c'était un peu plus dur de les cibler, même s'ils existent évidemment sur TikTok. Mais du coup, on a essayé de réadapter un peu l'angle, faire un truc un peu plus trendy, etc. Et finalement, ça a marché comme ça parce qu'on a réadapté l'angle et on chope quand même un peu de chiffre d'affaires dessus, donc on s'en plaint pas. Ouais, c'est vrai que nous aussi, on a pour pas mal de produits de marque où c'est qu'on target des vieux. Et en fait, je me suis dit, mais je target toujours des vieux. En fait, le problème, ça vient de mes créas. En fait, j'ai un style de créa qui target les vieux. Puis en fait, les jeunes, mais ils ont besoin Ouais. d'autres types de créa. Des créas plus TikTok, plus tendance, plus design. Et quand tu fais. Quand tu fais tes créas, bah, ça va venir targeter aussi tes acheteurs. Il n'y a pas que l'acheteur qui va acheter, il y a aussi les créas. Et ça, c'est un truc maintenant qu'on essaye de faire, c'est varier totalement le style des créas pour Ok. toucher d'autres personas. Et Ok. ça marche. Et Ouais. notamment sur TikTok. Ah bah ouais, en fait, c'est un travail qu'on a fait, mais j'y avais même pas pensé Mm. comme ça. Mais c'est vrai que c'est super intéressant parce que forcément, les vieux, ils ont plus ce truc de scroll illimité où c'est beaucoup plus lent, beaucoup plus calme. Et ouais, c'est vrai. Ouais, belle analyse. Là, tu tournes en France juste? Ouais, France, Belgique, enfin les alentours quoi. Et quand tu balances autant de créa, tu balances directement dans CBO ou tu as une campagne à bio-testing? Parce que sinon, ça te fait beaucoup de budget. J'ai une campagne AB testing, on fout tout dedans et après on scale les meilleurs sur une CBO. Mais généralement, on est vraiment très très broad. C'est-à-dire que je crois que faudrait que je regarde mon media buying. Je t'avoue que je suis pas du tout dans mon media buying. Mais en tout cas, on est à chaque fois le plus broad possible. Et on a une structure d'ABO de test, mais je ne saurais pas dire exactement laquelle pour le coup. Moi, en fait, en e-com, je suis le plus reculé par rapport à mon business. Et maintenant, j'ai plus de 20 personnes dans la team, quelque chose comme ça. Et du coup, Tu le délègues, but, normal. ouais, à fond. Niveau média buyer, d'ailleurs, Exami, si tu nous regardes, énorme, meilleur média buyer. Il nous fait des folies. Et voilà. Comment tu as construit ton équipe, justement? Mon équipe, bah, il y a un truc, c'est la personal brand, ça m'a fortement aidé. Le fait que les gens ils puissent voir que je suis un mec sérieux, j'ai jamais niqué quelqu'un, etc. Il n'y a jamais eu de drama sur moi. Et en fait, quand tu fais les bonnes choses, t'attires les bonnes personnes. Et du coup, c'est comme ça que j'ai réussi à petit me faire mon réseau par-ci par-là. Pareil avec les événements, etc. Et en fait, j'avais besoin d'un média buyer. Ah bah lui, je sais qu'il fait du bon média buying. Hop, on voit si ça peut marcher, etc. Et petit à petit, en fait, j'ai monté mon équipe comme ça. Et ça m'a énormément aidé. Et maintenant, depuis que j'ai une communauté sur les réseaux, bah là, j'ai juste à un peu poster, voir qui est chaud, etc. Même dans ma communauté plus privée, voir qui sont les vrais cracks. Et en fait, moi, je préfère largement recruter quelqu'un qui a moins de compétences, mais qu'on va former super bien par la suite, plutôt qu'un mec qui a trop de compétences, qui est un peu trop péteux, etc. Et qui finalement, tu vois qu'il est beaucoup plus là pour l'argent. Évidemment, on est tous là pour l'argent, mais qui est beaucoup plus là pour l'argent que pour le projet en lui-même.
Donc je préfère prendre un mec un peu moins bon, que j'ai formé vraiment, et j'ai pas hésité à lui prendre des coachings. Par exemple, si je suis moins calé sur un domaine, je vais lui dire, bah lui il est bon, donc prends un coaching, je te le paye, etc. pour le former le plus rapidement possible. Et c'est comme ça que j'ai construit mon équipe petit à petit, et du coup j'ai aucun mal à recruter avec ça, quoi. Ok. Et eux, ils travaillent full time pour toi? Je dirais 60% full-time et 40% en remote, mais ils sont très très focus sur moi, les autres 40%. Ok. Ils ont leur propre marque ou Non, ou non, Voilà. c'est soit des prestataires, Mhm. par exemple l'email marketing, je représente 70% de son chiffre d'affaires, mais à chaque fois il me demande ouais, là j'ai un nouveau client, une nouvelle opportunité, et, bah, je dis fonce, tu vois. Mhm. Et souvent c'est comme ça, c'est des prestataires par-ci par-là, et après du coup il y a une plus grosse base de personnes full-time qu'on gère. Intéressant. On pourrait recruter un peu avec le podcast aussi. je On vous a jure, des- Si vous avez. Là, qu'est-ce que vous recherchez là? Media buyer Google, un crack. Et Pareil, moi, pareil. pareil pour toi. Ouais. Et après, si j'ai des investisseurs milliardaires ou qui ont plusieurs centaines de millions, ça m'intéresse aussi parce que j'ai des projets qui ont des potentiels de faire des 20 M le mois, Moi, mais j'ai. qu'il faut beaucoup, beaucoup de capital. Donc, n'hésitez pas. Et toi, Mathéo? Moi, je recherche Media Buyer Google pour un nouvel brand. Je recherche un créatif stratégiste, un crack. Mais ça, je pense que je vais débaucher chez des agences. Je vais Ouais. aller regarder vraiment. Là, je pense que je vais débaucher chez des top agences ou top brands. Je cherche creative strategist assistant, un creative manager assistant qui peut aider justement le creative stratégiste sur une brand actuelle puis sur une nouvelle brand. Qu'est-ce que je cherche d'autre? Designer, un graphiste, mais ça c'est quasiment bon. Et puis c'est à peu près tout. Également une personne expert en mode piraterie d'IA, en mode vraiment expert en modification d'image avec l'IA. N'hésitez pas. Je pourrais t'envoyer un gars pour ça. Ah, puis je cherche aussi un landing page builder. Un gars minutieux ou une fille minutieuse. Je préfère plus une fille parce que on a vu que sur ce poste-là, elles sont plus minutieuses, qui puissent monter des fiches produits. Pas à la masse, mais des fiches produits qualitatifs. Donc voilà pour les postes qui sont ouverts actuellement. Tu disais que tu avais besoin d'investisseurs pour une marque que tu vas lancer. Toi, c'est pour des marques que tu aimerais lancer qui ont un gros potentiel. Et c'est pour investir dans quel sens? Ça veut dire que tu en as besoin pour acheter des stocks, pour développer le produit en lui-même? Stock et développement. Ok. Parce que le stock, tu peux le dire en mode pirate au début, non? Non, mais là, on a déjà fait pas mal de stock, Ok. mais je sais qu'on va sold out ça rapidement. Ok. Et pour avoir un deuxième batch et vraiment être sûr de capitaliser par exemple sur toute l'Europe et écraser la concurrence, si j'ai un énorme stock en avance, je vais tous Ouais. les écraser. Ok. Je comprends. Donc, et aussi pouvoir le faire pas qu'en Europe mais un peu partout. Ouais. Parce que je sais comment ça se vend. Il y a des marges de fou furieux, il y a du recurring et il faut sortir beaucoup quoi. Sale. J'aime bien. Justement, ton media buyer là, Exami, Ouais. il gère Meta. Mhm. Est-ce qu'il gère aussi TikTok ou c'est quelqu'un d'autre? Non, c'est quelqu'un de TikTok. Ok. J'ai C'est un un media buyer expert TikTok ou... Expert, enfin si tu regardes ça, ça va le vexer, mais expert oui ou non, mais tu vois, qui connaît bien. Non, parce que c'est très dur de trouver un vrai expert media buyer TikTok. J'en ai vraiment jamais vraiment vu un crack qui s'est sorti des autres. On m'a présenté justement des contacts là, je vais Ah ouais les tester. Ah bah Je me ça suis dit, serait- j'aimerais passer à un niveau supérieur, je veux voir, et on m'a donné des contacts. Ok, parce que j'en ai testé quelques-uns, ils sont tous bons, tu vois, mais c'est pas non plus, il y a pas le crack qui Parce a. que derrière l'écran, il pourra rien faire. Ouais. Oui. Il pourra rien faire sans l'écran. Ouais, bah dans tous les cas, c'est toujours même. Hein. Mm. Avoir un maximum de créa, c'est le nerf de la guerre. Alors, tu peux avoir le meilleur media buyer, si tes créas c'est de la merde, bah, ça aura pas d'argent. Ouais. Du coup, t'as 2 marques en France, c'est ça? J'ai une marque en France, une marque aux US qui tourne à très faible budget, et là j'en ai une nouvelle aux US qui arrive, Que tu lances du coup. que je lance, ouais. Ok. Et du coup, bah, pour ces 3 marques, est-ce que c'est les mêmes membres d'équipe? Est-ce que c'est ton même media buyer méta? Comment t'as divisé un peu l'épaule? Ouais, alors moi justement, c'est vraiment ce que j'essaie de construire un maximum. J'ai envie d'une équipe qui puisse être capable de gérer un panel de marques. Parce que mon but, c'est de faire l'acquisition de certaines marques, etc. Des personnes qui font 4-5 000 euros. D'ailleurs, si vous un site que vous voulez revendre qui fait 4 ou 5 000 euros de chiffre d'affaires, je suis preneur. Par jour? Ouais, par jour. Parce que. Donc 100K par mois minimum? Ouais, c'est ça, 100K Ok. par mois. Ça, à partir du moment où tu as un petit shop qui tourne comme ça, en fait, c'est tellement simple quand moi j'ai l'équipe que j'ai. J'ai juste à mettre le shop dans le pipe que j'ai créé. J'ai mis du temps à le créer, tu vois, quand même, j'ai galéré. J'ai juste à le mettre dans le process et je sais que ces 100K, ils vont être transformés en peut-être 3 mois parce que je peux mettre beaucoup de cash flow, etc. J'ai ce qu'il faut. En 3 mois, ça va se transformer en un minimum 400K par mois parce qu'il y a les process. Je sais, en un coup d'œil, tu vois une marque qui fait 5000 par jour. Tu comprends vite là où sont les problèmes. En fait, c'est tellement simple. Bon, là, du coup, personne va me passer sa marque, mais c'est tellement simple quand tu vois une marque qui fait 5000 par jour.
d'aller taper beaucoup plus vite, beaucoup plus haut, beaucoup plus vite. Et en fait, il y a un truc que j'ai remarqué, c'est que souvent, une personne qui n'arrive pas à dépasser les 5000 euros par jour, c'est qu'il s'est mis une barrière mentale dans la tête de se dire que 5000 euros, c'est énorme. Et en fait, quand tu dis que 5000 euros, c'est énorme, tu vas avoir peur à partir de ce stade-là. Et c'est là où tu vas faire pas mal de mauvaises décisions. Tu vas avoir peur de scaler quand tu auras de la marge qui baisse, comme je disais au début. Tu vas descaler, etc. Alors que quand tu te mets dans ta tête la vision de non, moi, 50K par jour, c'est énorme, et bah des 5K aux 50K, tu vas être tranquille, tu vas y aller, etc. Tu n'auras aucune peur. Et voilà, j'ai un peu divergé, mais du coup, la plupart des personnes qui font entre 3 et 5 000 euros par jour, c'est juste que mentalement, ça paraît con, 100%. mais mentalement, ils sont bloqués par ce 100%. palier qui paraît trop élevé. Rien qu'avec Meta, on peut Ouais. vraiment spend énormément. Et aux yeux de Meta, aux yeux de Facebook, si on spend moins que 3K par jour, on est des small. Ah ouais, bah voilà. Ce sont eux, selon eux. Ok. Donc il y a vraiment un shift à faire et Ouais. on peut spend genre 30K day Mais bien sûr. sans souci. Après, dans le Si marché le TAM est français- assez grand, bien sûr. Voilà. Ça dépend de la 100%. niche, ça marche pas pour toutes les niches, mais Ouais. si le TAM, le Total Addressable Market, est assez grand, juste sur Meta, juste avec en allant toucher tous les avatars, ou même juste un avatar, toutes les poches d'audience, tous les angles, tous les messages, c'est largement faisable. Mais c'est Ouais. vrai que c'est un truc qui m'intéresse aussi à faire et je planifie de le faire, Ouais. de racheter des marques qui font un certain volume et de les faire scaler juste avec déjà le marketing, avec d'autres process en place. Je suis en train d'améliorer mon équipe justement pour avoir une équipe qui puisse être flexible et pour faire ça. Mais Mais 100% justement, Trop lié, bien quoi. ça. ça Ouais. c'est une question du coup qui me vient parce que le dernier podcast avec Arthur Rivière, on en parlait à la fin. Il fait un peu ça, hein. Il prend des marques de suppléments, etc. Qu'il est minimum 1 million par année, je crois, et Mhm. ensuite il les passe à 10M ou Mm. moins ou plus. Et si tu le fais avec une même équipe, vu que toi aussi ton but, tu as des investisseurs et qu'à la fin tu veux revendre, est-ce que du coup tu perds pas. Enfin, au moment où tu revends, est-ce que tu revends pas aussi avec l'équipe? Comment est-ce que tu penses pouvoir faire Bah, ça, je t'avoue que c'est pas. En fait, c'est un bon problème, tu vois. Ouais. Genre, si toutes les marques elles font 10M et que merde, l'équipe a été sur différentes marques et j'en revends qu'une, bah à ce moment-là, tu vois, j'ai déjà eu cette réflexion. Mais je me dis, à ce moment-là, je reconsoliderai l'équipe et une revente, ça se fait pas en 2 semaines, tu vois. C'est minimum 6 mois de parler, négocier, etc. Donc, tu as le temps de mettre des nouvelles personnes dans l'équipe, etc. Essayer de consolider les différents pôles. Et ça me fait pas trop peur. Donc, c'est pas forcément conseillé. Mais dans la stratégie que j'opère, moi, c'est vraiment un très bon problème si on arrive à ce moment-là. Et de toute façon, je veux tellement faire évoluer mon équipe qu'en vrai, ça sera pas un problème. Mais Ok. on a discuté avec Nico justement la dernière fois et j'ai dit que pour moi, je pense d'avoir ton équipe à toi, ça va être plus simple que d'essayer de construire une équipe par marque et ça va Ouais, être bah, clairement, trop c'est de ça. gestion d'humains et du coup Possible. trop de possibilités de fail. Ouais. Et Le- après, bah, à la fin, quand tu prévois de revendre, bah, justement, tu as ton équipe qui est bien, qui peut former les bonnes Mhm. personnes au bon moment et les personnes elles rentrent pour la revente, tu ça. prépares pour la revente et voilà. Donc, ton Ouais. équipe formera la prochaine équipe. Mhm. Chaque pôle forme chaque pôle. Ouais. Ok. Puis après, bah, comme tu as ton équipe qui est là, bah, elle va savoir c'est quoi les process justement pour former, pour préparer l'exit. Et tu vas plus facilement pouvoir faire des exits en chaîne Mm. que Ok. si à chaque fois tu fais tout avec une équipe Et séparée. c'est ça, au début, l'exit, de toute façon, tu donnes l'équipe en quelque sorte avec, Ouais. même si tu la gardes sous le coude. Et petit à petit, l'équipe, elle ressort de l'exit parce que de leur côté, le racheteur, il aura C'est remis ça. ses trucs, etc. Il a remis ses process. Et souvent, les vrais acheteurs, ils ont tous leurs process et ils veulent juste implémenter leurs process sur la marque parce qu'ils ont vu qu'il y aurait un potentiel sur ta marque pour faire quelque chose de sale parce que toi, bah, t'es trop nul, par exemple. Tu vois. Du coup, ils auront mis leurs équipes, ils auront implémenté leurs trucs, du coup, ils n'ont plus forcément besoin de tes postes. Et toi, tu les reprends et tranquille, quoi. Toi, tu as des conseils un peu pour la revente Je vais pas donner de ou conseils comme on pour a la dit au revente. début, voilà, que ça soit stable. Vu que pas- c'est pas seulement des pics. conseils qu'on m'a donnés, c'est ce que j'ai suivi en formation, mais j'ai pas Ouais. encore fait de grosses reventes, donc je Ouais. donnerai des bons conseils que j'aurais fait grosses reventes, que j'aurais tout vu. Donc je vais pas donner de conseils sur la revente. Je donne des conseils sur des ventes que j'ai vues à plusieurs millions, des ventes que j'ai vues à plusieurs centaines de cas, mais c'est pas moi qui les ai fait. Mais après j'ai quand même eu du learning. Moi, le seul conseil que je pourrais faire qui est sûr, c'est vraiment le fait d'avoir une croissance stable Ouais. et de ne pas vouloir brûler les étapes et aller trop vite. Croissance immédiate et après stagnation. La stagnation, c'est le pire et le pire des trucs. Vraiment, moi, les premiers trucs que les investisseurs m'ont dit, c'est aide la croissance. Je m'en fous que tu fasses 50K dès demain, mais vraiment aide la croissance step by step, même si tu commences à 1K, puis 2, puis 3, etc. Ils veulent de la croissance et une boîte qui n'a pas de croissance, c'est une boîte qui pourra vraiment, mais vraiment pas se revendre, même si tu fais, qui va très mal se revendre, même si tu fais des gros paliers, des gros sous, et ça va perdre énormément en valeur. Donc le but c'est croissance stable, plus ou moins stable évidemment. Tu regardes pas forcément du mois à l'autre, mais dans tous les cas une bonne croissance.
Et ça, c'est la métrique la plus importante. Et voilà. 100% d'accord. Avant, j'étais tendance à faire tout vite, faire les plus gros chiffres Ouais. directs. Et quand on veut construire une marque, commence la première année doucement, prends le temps, échoue, teste. Même si t'es pas rentable, c'est pas grave. Mais construis les trucs. Et après, la deuxième année, fais mieux. Et la troisième année, fais mieux. En règle générale, pas mal de marques françaises commencent, elles font 1 million. Deuxième année, elles font 3 à 5. Troisième année, 10 ou plus. Puis après, plus. Et ce qui compte, c'est ça. C'est ça, exactement. Mais après, ça se complexifie quand même tu passes les plus de 25 millions, surtout sur le marché français. Sur le marché français, moi, il y a quand même, je Ouais. trouve qu'il y a beaucoup de place. En tout cas, dans ma niche, moi, je peux faire 25M facile, je pense. À l'année Mhm. Ouais, je vais les faire. Avec un produit ou une gamme? Une gamme. Ouais. Une gamme. Homme-femme Je peux pas dire. Tu vois comment l'avenir de tes marques, du coup, vu que tu parles de 25M, etc. Les marques aux US, surtout celles en France, c'est quoi Ouais. les objectifs Objectif, c'est là, je suis en train d'ouvrir mes propres usines. En gros, moi, j'essaie de cutter un maximum tous mes coûts. Donc, j'avais un agent qui me prenait 2,50 € par produit. Bah, j'ai ouvert ma warehouse. Donc, j'ai plus aucun coût. Et du coup, comme il y avait pas mal de personnes dans la warehouse, bah, j'arrive à avoir les meilleurs coûts possibles. Quand tu dis 2,50 €, c'est quoi exactement ces coûts En gros, ils prennent sur le shipping, La marge. ils prennent de Ah, marge. ok. Ils prennent un peu partout. Ils vont te dire, là, c'est ma marge nette à 1 €, mais en vrai, c'est 1,50 € en plus. Enfin bref, on les connaît. Ouais. Et moi, souvent, je leur demande quelle marge tu te prends. 3%, ils disent. Ouais. Mais tu dis, ok, bah, c'est quoi le prix que tu l'as? C'est qui l'usine? Ouais. Comment tu fais avec le taux du yen? Et là, ils parlent chinois. Ouais, c'est vrai. Ça serait quoi tes conseils un peu à donner sur ça? Comment négocier ses prix? Comment pas se faire Alors, avoir? La première chose à voir, à comprendre, enfin déjà à connaître, c'est les trucs comme 1688, les sites vraiment chinois. Pour déjà connaître, ça je parle vraiment du mec qui pour l'instant qui nous regarde et qui est sur AliExpress pour demander à son agent. Ça c'est la pire erreur. Taobao, Ouais, 1688, Taobao, ouais. 1688, tous les Mhm. sites. Moi je suis beaucoup sur 1688. Nous Mhm. dans notre agence de sourcing on est énormément à 1688. Mais Taobao très bien, etc. Et déjà dessus, tu auras les prix les plus bas. Enfin, pas les plus bas parce que nous, on va toujours les renégocier derrière, mais là, c'est beaucoup plus compliqué. Mais déjà, regardez les prix sur 1688 et là, tu auras ton vrai prix. Donc, tu auras le prix officiel que ton agent va toucher ou alors il aura gratté quelques centimes en plus, mais tu te réfères à ça. Donc, une fois que vous avez les prix 1688, vous allez les envoyer à votre agent, vous allez dire que vous connaissez, etc. Le plus important, quand on est débutant, c'est qu'il faut se faire passer pour un mec expérimenté. Donc vraiment, pas être oui, alors moi je connais pas trop. Déjà, t'envoies AliExpress, t'es cramé. T'envoies AliExpress, t'es sûr que tu vas te faire allumer sur les marges, etc. Et ensuite, il faut comprendre que vous connaissez comment ça fonctionne, que le poids, ça a une énorme influence. Donc tu dis, bah là, je sais que le poids, c'est parce que sur la fiche 1688, tu peux trouver le poids. Je sais que le poids, c'est 160 grammes pour ce produit. Surtout en vêtements. Ouais. C'est ça, et je sais que le poids c'est 160 grammes, tu peux leur parler de frais aériens et de frais par kilo, etc. Et ils vont se dire, ah ouais, le mec il connaît super bien il connaît super bien le business. Et le but c'est de passer vraiment pour le plus professionnel possible. Et nous typiquement, nous en tant que, entre guillemets, agent en Chine du coup, parce qu'on a une agence, les débutants qui nous envoient un lien AliExpress, c'est pas qu'on les allume, c'est juste qu'on les prend pas, tu vois. Parce qu'on sait que en termes de longévité, ce sera pas bon, etc. Et on veut vraiment bosser que avec les meilleurs e-commerçants, les top e-commerçants. Et On donc, va dire ça à Gabriel. et donc justement, une personne qui va envoyer un lien AliExpress comme ils pourraient nous envoyer, nous on l'accepte pas. Et bah chez les autres agents, ils vont juste l'allumer quoi. Et du coup, si on pourrait construire le message parfait pour ceux qui veulent négocier leur prix, donc ils mettent le lien Taobao, Ouais. quel est le message parfait selon toi à envoyer aux agents? Intéressant. Comme ça, on le construit en direct. Petite présentation très rapide. Moi c'est Alex, je fais du e-commerce depuis au moins 5 ans facile. Ouais. J'ai déjà créé plusieurs marques sur le marché en question là où on va vendre pour montrer qu'on a de l'expérience sur celui-ci. Je suis en train de chercher un nouvel agent, un nouveau partenaire fiable qui va me permettre de créer cette nouvelle marque avec moi, ce nouveau projet ensemble, etc. Même si votre projet c'est du bullshit, tu vois, mais ce nouveau projet ensemble, etc. Voici le lien 1688. J'ai déjà négocié avec plusieurs usines, mais j'aimerais voir comment je pourrais travailler avec vous, comment on pourrait faire quelque chose de mieux ensemble par rapport à ça pour potentiellement obtenir de meilleurs prix. Et ce sera avec plaisir, toujours très poli, etc. Et en fait, une négociation, ça se fait pas sur un message ou déjà l'intro doit être excellente, mais après, c'est montrer que tu es sérieux. Dire qu'au début, peut-être qu'ils vont te prendre plus d'argent parce que c'est normal, ils connaissent pas encore, ils ont pas forcément confiance.
Mais au fur et à mesure, si tu payes tes bills le jour même, etc., si tu payes toutes tes factures, tu fais pas chier, t'es vraiment un client idéal, tu vois. Tu comprends quand il y a des problèmes, parce qu'il y a toujours des problèmes partout, etc., dans les business. Quand tu comprends tout et tu es vraiment un bon client, tu es vraiment un partenaire et tu vois pas ton agent comme un simple chiffre, Ouais, tu le vois Et- comme un humain. si tu le vois comme un humain, il y a trop de personnes qui voient leurs agents mais comme des chiens, tu vois. Et qu'il le parle mal. C'est une dinguerie. Et forcément, si tu parles mal à ton agent, bah, jamais de la vie, il va te mettre bien, il va te mettre en avant, il va te mettre devant les autres, il va te donner des bons prix. Donc la règle numéro 1, c'est tu te présentes bien, mais après tu fais le travail nécessaire derrière. C'est-à-dire que tu vas vraiment être sérieux avec lui, poli. Poli, tu vois, la politesse, c'est genre même un bonjour, un merci, un truc. Les gens, ils oublient toutes les manières. Mhm. Et en fait, c'est des petits détails comme ça, de relations finalement. Pareil, Des cadeaux. Moi, des cadeaux, nouvel, ils t'offrent des cadeaux. Nouvel an, j'ai. Ah, t'as envoyé un cadeau? Ouais, j'ai Ah, trop bien, j'ai tu envoyé vois. du chocolat suisse et Moi tout. aussi, voilà. c'est jamais arrivé. Jamais arrivé J'ai envoyé plusieurs fois, c'est jamais arrivé. Faut envoyer par Mais du chocolat DHL. Ouais, du chocolat, Moi, des j'ai trucs envoyé, mais suisses. je crois que c'est. Je suis même pas sûr que ça soit arrivé. Faut hein. envoyer Ah DHL. non, c'est moi, Avec c'est des jamais stylos arrivé. et tout, Depuis stylo la Suisse. suisse. Ah non, moi, Faut- c'est jamais arrivé. Plusieurs colis, jamais arrivé. C'est DHL qu'il faut utiliser pour envoyer en Chine. Mais du coup, soyez vraiment professionnel avec vos agents. Même si au début, vous leur avez vendu du rêve, mais votre croissance est très faible au début. Ils disent, bah là, je suis en train de consolider tout le truc, je suis en train de préparer tous mes process, on fait les choses bien, etc. Et en fait, il va kiffer. Et même si vous êtes un petit client pour lui qui ne représente pas encore grand-chose, et bah, si vous avez une bonne relation et il vous kiffe, et bah, quand vous allez commencer à faire de l'argent, là, il va vous mettre vraiment bien. En mode, ah, je t'ai toujours apprécié, etc. Trop cool de travailler avec toi. Bah là, je vais se mettre trop bien sur les prochains prix parce que ça va être beaucoup plus simple de négocier par la suite. Même si évidemment ils doivent prendre leur marge, ça les gens ils oublient trop aussi. Un agent bah, il doit manger, tu Ah vois, ouais. c'est son business, il doit prendre une marge. Mais c'est là où tu dois choisir ton bon agent également pour qu'il soit au maximum transparent. Ça c'est super dur, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai ouvert le Infinite Fulfillment parce qu'il n'y avait plus de transparence sur le marché avec les agents. Et du coup, comment ça se passe là, depuis que tu as ouvert ta warehouse? Tu as pu économiser à peu près combien par rapport à avant sur tes produits? Alors j'ai économisé en moyenne, j'avais même fait un post, j'étais monté à un moment à 4$ d'économie entre un 3PL que j'utilisais en Chine et le mien. Et là, quand tu regardes vraiment sur la masse, c'est plus du 2,50$ d'économie par produit, par commande. Donc en fait, c'était 2,50$ par produit, c'était dans les 4$ par commande parce que les gens ils achètent plusieurs produits ensemble. Et c'était quand même une sacrée économie vu le volume que j'ai fait. Et c'est ça qui m'a permis de gagner plein de points de pourcentage pour le coup. Et voilà quoi, je pense que c'est le meilleur move que j'ai fait de cette année 2024, fin 2024, début 2025, avoir ouvert cette warehouse parce que ça me facilite tellement de choses en fait. Dès que je veux lancer un nouveau produit, avant quand il y a mon agent qui doit, enfin tu vois, ton agent il a plein de clients. Ouais. Et du coup il doit faire un sourcing, il va prendre son temps ou il va te faire un sourcing un peu de merde avec des prix à l'arrache. Tu vas lui demander au début de faire un bon prix, après en fait quand tu fais plein de sourcing, et ben, il va te proposer toujours plus haut, etc. Et il y avait vraiment ce truc de transparence qui me dérangeait. Et là, du coup, je donne à mes équipes, ils me font les trucs, etc. J'ai même recruté 2 personnes full-time uniquement pour ma marque dans ma warehouse. J'aurais fait un petit coin. Et comme ça, ils sont tout le temps en train de voyager entre la Chine, etc., visiter les usines, négocier les trucs. Et là même, j'ouvre une nouvelle usine carrément pour gérer ma propre production. Pour l'instant, je gérais ma logistique, mais là, je vais gérer ma propre production. Et là, je devrais économiser 1,50$ en plus sur le produit. Et là, c'est vraiment insane. Voire 2$ si j'ajoute 1 ou 2 clients dans cette usine qui permettrait de payer tous les coûts fixes. Et moi, j'aurais juste à payer la matière première pour le coût de mon produit. C'est fashion. Fashion. Parce que moi, j'ai. T'as une usine? Non, mais j'ai pas une usine, mais je lance un truc fashion là et Ok. on pourra discuter. Avec plaisir, ouais. Ouais. On discutera. Moi, j'ai aussi peut-être des choses. Hein. Avec plaisir, les gars. Parce que du coup, là, je vais avoir mon petit truc d'usine très carré. Et en vrai, quand tu vois, pareil, ils prennent des marges de fou sur du volume, ça fait quelque chose de. C'est assez insane, hein. C'est vraiment insane. Surtout, même le shipping, etc., c'est insane tout ce qui s'est fait. Pour ça, moi, quand j'ai ouvert cette warehouse, c'était en mode, voilà, nique sa mère, j'ai arrivé 100% transparent. Et Ce que j'ai contre les formateurs, c'est qu'ils prennent vraiment une marge qui est énorme, que ça soit voilà, Zendrop, les agents, etc. Et venir avec une transparence comme tu viens, montrer les vrais coûts, etc. C'est ça qui manquait, genre vraiment la transparence. Donc sur le long terme, ça va payer. c'est ça. Et je vois aussi d'autres agences un peu similaires. Et c'est un potentiel aussi, un bon business pour toi. Hein. Parce Ouais. que le fait d'aider, bouche à oreille, les gens vont venir et Bah, ça peut être comme, vraiment quelque chose de très grand. Comme tous les business, hein, tu donnes de la valeur au maximum, tu donnes le plus. Et moi, j'ai toujours. En fait, j'ai créé le truc que je voulais pour ma marque de base. Quand j'ai créé cette nouvelle warehouse de fulfillment, je l'ai créé dans l'optique d'améliorer les process de ma marque. C'est-à-dire que là, je suis en train de créer un software, etc. Plus de 150 000 € investis sur le bail.
Et en fait, Juste software? ouais, juste sur software. En tout, c'est 190 000 € d'investissement. Et là, Ok. je suis à 150 000, 140 000 sur le software. C'est quoi? C'est des Et, équipes en Inde que tu Non, payes ou non, c'est non, quoi? c'est des Français. Ok. Ouais, Français, équipe de Français. Et c'est huge, hein, vous allez voir. Ok. Et du coup, software, parce qu'en fait, on fait tout un truc de tracking pour masquer le tracking de la Chine vers la France, mais avec un suivi constant, etc. Un truc vraiment cool. Et tous les trucs dont j'ai besoin, c'est dans le software, tu vois. Ok. Et ça me coûte beaucoup d'argent, mais en vrai, 140 000, j'ai peut-être abusé, parce qu'en tout, on en a eu pour 190 000 sur le projet du Infinite, avec les équipes, enfin, pas les équipes, du coup, la warehouse. Je crois qu'on est plus dans les 120 000, je te dirais. Mais tu vois, quand même un sacré montant à dépenser. Et du coup, j'ai créé pour mon truc. Et après, du coup, je suis tellement perfectionniste et j'ai tellement envie de faire un truc incroyable que quand je le montre à mes potes, bah, ils disent ah bah trop cool, etc. Pourquoi pas essayer et c'est comme ça que je fais, quoi. Et alors pour les personnes qui par exemple ont un shop aux US, est-ce que Ouais. tu permettras aussi d'avoir un stock aux US ou tu le permets déjà? C'est quoi les plans pour ça? Et Là, en on est en Europe? train de justement pour tout ce qui est France, ça c'est géré. Et on est en train d'ouvrir une warehouse à plusieurs, enfin à deux agences aux US pour justement proposer un maximum de personnes qui puissent mettre leurs produits aux US. Pour l'instant, je vais travailler avec des partenaires, donc forcément les prix peuvent être un peu plus hauts. Je prends pas de marge dessus, du coup, juste histoire de ramener la plupart de la supply en Chine et après envoyer aux US, etc. Et du coup, pour l'instant, je suis comme ça. Et après, je pourrais prendre une marge quand j'aurai ma propre warehouse parce que du coup, là, j'aurai des prix beaucoup plus intéressants et ça me permettrait de financer le truc et ce serait parfait, quoi. Mhm. Et avec tous tes projets, comment tu t'organises? À quoi ressemble ta semaine? À quoi ressemble ma semaine? En fait, ça va être beaucoup, beaucoup d'appels. Je suis constamment sur mon téléphone, je travaille peu sur l'ordinateur, à vrai dire. Et en gros, j'ouvre WeChat le matin, c'est simple. Enfin, j'essaye de me lever sans téléphone en ce moment parce que c'est un enfer sinon. Après, j'ouvre WeChat. Donc là, il y a les conversations avec mes general managers. Moi, je parle que aux personnes le plus haut de chaque pôle. C'est-à-dire, general manager de la warehouse, elle va me dire statistiques d'hier, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'il y a eu de mal, qu'est-ce qui est pas bien, etc. Comment on peut améliorer la journée d'aujourd'hui, enfin les différentes métriques. Donc là, si tout se passe bien, nickel, j'ai pas trop à toucher. Je regarde bien que l'équipe marketing gère bien le truc, etc. Parce que là, on va commencer bientôt à faire du marketing, on n'a même pas commencé. Et du coup, après, pareil, je me connecte sur Slack. Donc, utilisez Slack, hein, si WeChat, c'est parce que c'était en Chine, etc. Mais après, sur Slack, j'ai ma marque. Donc là, pareil, je regarde la conversation avec le CEO et le CIO. Et là, ça me permet de tout gérer avec eux, voir quels ont été les problèmes, les solutions, etc. Je vais avoir 2 calls par semaine avec le Infinite, 2 calls par semaine avec la marque et 2 calls par semaine avec l'équipe du Hate Lab. Et ça me permet de toujours gérer au-dessus et avoir un parfait suivi sur Slack avec un reporting quotidien. Au début, c'est un peu chiant à mettre en place le reporting quotidien, mais je trouve ça super important. Et ça me permet de bien gérer la structure et pouvoir me concentrer sur la stratégie le reste de la journée. Être vraiment focus sur ok, là, on a ce problème-là dont les managers m'ont parlé. Donc, comment je peux résoudre ce problème pour aller exploser ce truc? Et c'est comme ça que parfois j'en viens à des idées, je me réveille, j'ai envie de créer une usine, quoi. Mhm. Et le reporting quotidien, il se passe comment? T'arrives à m'en dire plus? Sur Slack, en gros, ils doivent me dire ce qui s'est bien passé et mal passé dans la journée. Ok. Et Ce qu'ils ont fait aussi ou ce qu'ils pas? ont fait, ouais. Ok. Ce qu'ils ont fait, mais rapidement, tu vois. J'ai pas envie d'être le relou qui veut tout Ouais. traquer. Mais quand même important de me dire une sorte de globalité. Et après, si ils peuvent, souvent ils le font, c'est un point d'amélioration de ce qu'on pourrait faire de mieux. Donc toujours demander du feedback à ces équipes, je trouve ça super important. Ouais. Parce que en fait, elles sont vraiment dans les tranchées. Moi, je suis plus forcément dedans. Et du coup, je vois pas un peu les problèmes. Et surtout, quand tu ne demandes pas à tes équipes quels sont les problèmes, c'est là où ils vont pas te dire. Et en fait, ça va traîner, alors que c'est peut-être une automatisation à la con à mettre qui aurait fait gagner 30% d'efficacité à l'équipe, tu vois. Et du coup, je suis un peu même chiant avec les équipes pour demander comment on peut améliorer ça, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce que t'aimes pas. Souvent, je dis, est-ce que tu te sens bien dans la boîte? Vraiment, c'est important que je le sache, tu vois. Et ça me permet souvent d'évoluer et de comprendre comment ça fonctionne. Voilà. Moi, j'avais commencé à faire ça quand la première personne a démissionné d'une de mes boîtes. Et là, je me suis dit, ah, merde, j'ai raté un truc, tu vois. Si elle démissionne, c'est En quand Chine? même. Ouais, c'était en Chine. Si elle démissionne, c'est que c'était pas cool. Bon, tu vois, on était dans 200 mètres carrés, il y avait des cartons partout, donc je comprends, tu vois. Maintenant, on a structuré le truc, 4000 mètres carrés et tout. Mais je me suis dit, ah merde, tu vois. Et c'est là où j'ai fait beaucoup plus attention au management, s'assurer que tout le monde est content. C'est pas que des employés, c'est vraiment une équipe soudée, etc. Je leur ferai des cadeaux, je vais arriver, je vais parler chinois 2-3 mots alors que je connais rien juste pour les faire rire, tu vois, à la chill. Et là, du coup, pour la Chine, donc t'es pas sur Slack, mais t'es sur WeChat, c'est Ouais, ça? WeChat. Full En WeChat. fait, on gère avec
avec les partenaires, les clients, etc. sur Slack. Donc là, pour gérer tout la communication. Bientôt, il va y avoir une application Infinite donc qui permet de tout gérer dessus directement, que ce soit ta supply, tes messages, ton SAV, enfin vraiment l'écosystème complet sur ton téléphone, t'as tes notifs. Dès que tu manques de stock, genre tu arrives à une stock, t'as plus que 500 pièces, j'en sais rien, t'as mis ta limite, tu reçois une notification, attention, plus que 500 pièces en stock. Et du coup, on est en train de travailler sur ça, c'est pour ça que ça coûte cher, là, les trucs de messages, etc. Mais pour l'instant, c'est Slack et WeChat pour le Infinite et pour le reste, Slack. Et pour gérer toute cette structure, tu t'es formé avec des personnes en particulier Non, j'ai appris sur le terrain pour le coup. Ok. Vraiment, j'ai charbonné et en fait, c'est quand je commençais à faire des journées de 12 heures parce que je devais gérer trois activités en même temps que je me suis dit: «OK, comment je vais faire?» Et là, si je veux, je peux travailler, même 1 heure dans la journée, je sais que ça va tourner. Ça va pas forcément se scaler, to the moon, mais ça va jamais, baisser, ça va jamais être, moins, moins performant ou plus de problèmes, etc. Parce que j'ai bien géré, enfin, je pense avoir plutôt bien géré cette partie. Maintenant, ce qui me prend du temps, c'est le content, putain, ça c'est fort. Faire du contenu, ça prend grave du temps. Mais du coup, c'est le kiff aussi. Ça me fait de l'hélicoptère le matin. C'est quoi vos process, vous, un peu par rapport à ça, les équipes et tout? Par rapport aux équipes, bah justement, moi, je pense que j'ai un profil très différent du tien. Moi, je déteste les appels, donc je me force à faire des appels, donc c'est moins naturel. Et ce qui fait que l'équipe pourrait moins tourner comme toi, parce que Ok. du coup, il n'y a pas de suivi, et du coup, Mm. au niveau motivation, c'est pas bon. Mais c'est les efforts que je suis en train de faire. Ok. Faire plus d'appels, mettre en place des reportings, analyser un peu plus. Ouais, bah en gros, c'est ça. C'est faire avoir une équipe. J'ai une bonne équipe, simplement avoir plus de management. Ok. Et je faisais l'effort l'année passée de faire l'effort. Et là, je me dis, ok, ben, le plus gros levier, parce que chaque dimanche, ce que je fais, c'est que je me pose toujours la question, quel est le plus gros levier que je peux mettre en place cette semaine qui pourrait faciliter tout le reste de mon business et améliorer mon succès. Et un gros levier que c'est depuis longtemps que je procrastinais, c'est d'engager une COO, Mhm. c'est-à-dire une personne qui va assurer l'opérationnel, pardon, et qui va pouvoir aussi manager les équipes et être là plus présent. Parce que moi, je suis un fantôme. Dans l'équipe, moi, j'aime être focus. Personne ne me parle, aucune notification, me sent la bien. terreur. Même mon frère qui travaille avec moi, quand il travaille avec moi, on se parle pas, Ok. compose. C'est mon mode, comment je suis ultra focus, mais par contre, je suis ultra focus. Ouais, comme ça, tu C'est-à-dire, rentres dans je la suis- zone. Voilà, je suis dans ma zone, là, j'achève. La zone, c'est le flow pour vous, c'est ça? Voilà. Ouais. Vous En fait, appelez ça la zone? j'arrive à rentrer dans le flow Ok. quand je veux. Ok. C'est-à-dire, j'ai un process, boum, quand je veux, je peux rentrer dans le flow, mais je peux vite en sortir. Ouais. C'est-à-dire, une notification, deux notifications, je suis vite fatigué et je suis vite plus dans le flow. Mais bref. Donc, j'ai engagé une COO, puis là, que je suis en train de, comme on a discuté mardi déjà, de la former, de lui donner tout ce que je peux et de faire en sorte qu'elle elle soit bien là, solide et que derrière, ça découle avec les équipes. Ok, Et magnifique. voilà. Comme ça, elle me fait les reportings Ouais, c'est et ce qu'il elle faut, me hein. décharge de tout le reste. Ça te commence à se faire une bonne structure et après, tu vas voir, ça va en découler. Genre la CEO, elle va te dire, ok, là, il manque ce poste, etc. Ça va recruter comme ça et petit à petit, son équipe, ça va faire une putain de structure incroyable et après, tu n'auras plus rien à faire, quoi. Ouais. Et toi, ta structure un peu? Moi, c'est un peu similaire, mais avec Asana et Slack. Ouais, Asana aussi, beaucoup. Mais Ouais. il me manque, je suis encore trop dans les trenches, Ok. dans les. Donc, Dans les groupes. il faut que j'engage un bon CEO. Enfin, non, Ouais. c'est CEO. CEO, ouais. CEO. Ouais, ou une operational manager. Quelqu'un qui J'ai soit dans besoin l'opérationnel. encore de Ouais, c'est ça. important. Après, je suis aussi associé avec Ok. une autre personne sur plusieurs projets, Mhm. enfin sur un projet. Donc, le fait qu'on est plusieurs, ça aide aussi à. Ouais. Mais sur les projets, par exemple, fashion, solo, il me faut plus. Hmm. Faut que je délègue encore plus. Ouais, moi, la meilleure décision de ma vie, c'est pour la marque, ça a été d'avoir pris un CO. Ouais. Je lui ai donné des pourcents de la marque. Mhm. Un bon pourcent, bon, je pourrais pas le dire, mais un bon pourcent. Enfin, pas un énorme pourcent non plus, mais un bon truc, quoi. Et ça a totalement transformé le truc. Ça veut dire qu'il était ultra déter, etc. Encore une fois, j'ai pas pris le meilleur des CO directement. J'ai pris un mec qui était un peu plus bas de base et qui avait pas forcément toutes les compétences. Mais pendant 6 mois, je l'ai formé à fond, etc. Et maintenant, le mec, c'est une machine. Genre, il peut tout gérer, il peut tout faire. Et c'est un monstre du e-com. Et enfin, incroyable. Je suis super content d'avoir dans l'équipe maintenant. Et il autogère le truc, il arrive à gérer les équipes, les exchanges, etc. Et franchement, avoir un mec comme ça, c'est exceptionnel. Il a un pourcentage chaque mois aussi? Non, ça c'est À la vraiment. revente Ou c'est- En fait, il a un salaire. On se fait tous Un salaire, un peu, ok. on se fait tous un salaire, toi, chill. Mais il a surtout les parts à la revente. Et si un jour on revend des parts ou des trucs comme ça, il récupère tout, enfin des petites parts. Et on- s'il n'y a pas de revente, ça se passe comment?
Enfin, bon, il y aura une revente, mais Bah, ça se passe mal, tu vois. C'est un peu le risque. Parce que je lui Ouais. dis, t'as X%. dans tous les cas, il a le salaire et mais avec ouais, ça, il est a le déjà salaire, motivé. ouais, Ok. c'est ça, avec ça, il est déjà motivé, mais Ok. ce qui le motive vraiment, c'est Ouais. les pourcents, tu vois. Et si ça se passe mal, c'est qu'on a mal bossé, tu vois. Si on revend pas la marque, Ouais. et bah, c'est qu'on a mal bossé, donc Ouais, on mais mérite même, pas. même si vous bossez bien, que en fait, vous faites beaucoup de bénéfices chaque mois Ouais. et qu'il n'y a pas de revente et qu'il a juste le salaire. Non, mais dans ce cas-là, c'est qu'il y a Dans ce cas-là, vraiment il y un a- gros ok. bénéfice. C'est pas genre, t'as juste ce montant-ci par mois. Ouais. Ça veut dire que si on fait un mois, on explose tout. Mhm. Là, il va se mettre mieux, tu vois. Ok, il y Et a des souvent, bonus. d'ailleurs, il prend plus de thunes que moi parce que moi, j'en ai rien à foutre. Ouais. Je veux juste que la boîte, elle tourne et qu'elle se fasse scale. Je Mhm. vis pas sur, Sans je vis pas sur cette boîte. Enfin, je vis jamais sur mes boîtes d'ailleurs. Et tu utilises aussi Asana Ouais, à mort. et pour ta to-do aussi? Tout doux. Alors, moi, non, ma tout doux, je l'ai fait un peu en mode pirate. J'ai un onglet sur mon Slack principal et genre, je mets juste ma to do tous les jours comme ça. Mais toutes mes équipes, elles me mettent mes to do sur le Asana. Du coup, je checkais tous les matins. Ça, je me fais un peu engueuler en ce moment parce que je check plus assez le Asana. Mhm. Mais oui, Asana, on a tous nos process dessus, etc. Mais ma to do perso, je la fais à côté chill. Ouais, justement, parce que moi, pareil, on est sur Asana, donc toutes les tâches découlent d'Asana. Du coup, j'ai fait ma to-do sur Asana. Mais moi, avant, je faisais juste sur un bout de papier ou Moi, un je truc préfère très ça. simple, un truc Ouais. très clean. Je préfère. J'ai testé tellement de manières de faire des to-do, et en fait, juste de faire sur un papier, un truc très simple, très clean, c'est le plus simple. Et c'est Ouais. même plus satisfaisant. Tu sais, tu coches ton petit Ouais. truc et De ouf. Tu Voilà. le barres, c'est content. Ah, il reste plus que ça. 100%. D'ailleurs, super important, les amis qui nous écoutent, faites des to-do list, mais respectez-les. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup trop de personnes le matin, ils se réveillent, ils vont faire une putain de to-do list, et en fait, ils vont rien faire. Et c'est trop bien de se motiver dès le début de la journée, etc., et d'essayer d'essayer d'entreprendre, c'est génial. Mais si vous voulez vraiment réussir, il faut absolument, c'est ta to-do, tu te couches pas. Tant que t'as pas ton indépendance financière ou tes objectifs que tu veux atteindre, tu te couches pas tant que t'as pas fait toute cette putain de to-do, et faut pas que ce soit une to-do de branleur. Quand une Mhm. vraie to-do, c'est une to-do où tu sais que ton business il va beaucoup avancer, tes principaux problèmes, tu vas les résoudre. Et si tu dois te coucher à 3h du mat ou à 4h du mat, c'est parce que t'as pas fait tout ce que t'as respecté. Même si le matin tu t'es chauffé, t'as mis trop de trucs, tu le respectes. Il y a une phrase, things must be done, les choses doivent être faites. Et ça, 100%. c'est le truc le plus important. Faire les choses. Tu structures comment tes doudous, même toi sur Slack, vite fait? Moi, je mets minimum 3 choses dans le business à faire Ouais. qui sont primordiales, que je dois absolument faire. Et après, je mets des entre guillemets, bonus. Mais... Hmm. Et je mets vraiment 3 choses. Ok. C'est comment toi? Moi, c'est vraiment du day-to-day pour le coup. Ok. C'est-à-dire que c'est en fonction des reportings que j'ai, etc. Mais en moyenne, j'ai 5 tâches majeures à Ouais. faire dans une journée. Et après, c'est chill. Si je veux rajouter 2-3 trucs pour le kiff, je le fais, tu vois. Mais Hélicoptère. en moyenne, voilà, hélicoptère. Ok. Ça marche. J'ai vu que dans Slack, récemment, ils ont ajouté un nouvel feature, un peu Ouais. comme Asana. J'ai Oui. j'ai jamais testé. J'ai pas testé ouais. non plus, mais ce serait cool que Ce ça serait marche pratique bien parce que c'est chiant. Moi, j'ai Ouais. des automatisations Asana, 100%. Slack, etc. Et c'est vrai que c'est relou. Alors, s'ils peuvent faire une plateforme pour tous, ça serait vraiment plus simple. Qu'un Mhm. truc, les Drive, Google Drive, Slack, Asana, un peu de WhatsApp qui traîne toujours parce Ouais, que t'as pas réussi à toujours tout déléguer. Ouais. tu sais. Quand il y a un truc vraiment urgent, ça arrive sur WhatsApp, c'est casse les Ouais. couilles. Enfin, je suis le premier à envoyer sur WhatsApp quand c'est super urgent, mais tu vois, ça fait chier à toutes les équipes. Et c'est vrai qu'il manque une One Thing app qui a tout. Ça doit exister, mais c'est. Il y a Akiflow qui permet de relier tous les calendars. Ouais. Mais que Oui. les calendars de Asana et tout. Il y a aussi Sunsana, Ouais. si je dis pas de bêtises, qui relie aussi pareil tous les calendars, mais relier tout, non. Mais là, justement, moi, j'ai installé une app, c'est une IA, ça s'appelle Rewind. Je sais pas si vous connaissez. Ça analyse tout mon écran, tout ce que je fais toute la journée. Puis ensuite, après, comme ça, je pourrais collecter de la data, retrouver certains trucs et surtout lui demander, là, voilà, qu'est-ce que je peux faire? Sur quoi je passe du temps? Fais-moi un reporting. Ah, bah incroyable. Et ça, c'est depuis longtemps Mais que je c'est en voulais le mode faire. screen rec le truc? Et il screen tout. Les appels, tout. Il Incroyable. analyse tout ce que je fais. Et puis ensuite, après, avec des bons prompts, je C'est pourrais quoi le nom, analyser. t'as redit? Rewind. Ok. Rewind. Ok, incroyable. Donc tout du long de la journée, il est là, il enregistre tout. Incroyable. Et comme ça, j'aurai de la data sur comment je peux améliorer ma productivité, qu'est-ce que je Ah, fais. c'est ouf. ouais. Ah bah ça, je vais le télécharger, tiens. Et d'ailleurs, vous, c'est quoi votre... Est-ce que vous avez un agenda? Est-ce que, par exemple, vous savez que mardi prochain, je dois faire ça, je dois faire ci? Ou alors, c'est vraiment du jour au lendemain? Parce que moi, je sais que je veux mon agenda, mais j'arrive pas à le mettre en place, tu vois. Moi, je fais tous les dimanches, je prépare la semaine Ok. sur Google Calendar. Ouais. Donc, j'ai déjà mes habitudes qui sont pré-écrits. Genre, le matin, je fais ma morning routine, qui Mhm. dure 1 minute, un max. Je suis pas là à faire 3 heures de morning routine. Même si c'est vraiment puissant pour beaucoup de personnes. Mais tu vois, moi, je me réveille, je regarde le soleil, genre 2-3 minutes, max. Et ensuite, je fais mes affirmations, tout ça. Je regarde la to-do que j'ai fait la nuit d'avant pour la journée. Et ensuite, j'ai mes tâches
que j'ai prémis du dimanche pour toute la semaine, mais souvent ça décale et souvent je suis pas à la lettre. C'est juste pour Mais une trame. voilà, avoir une trame. Et par exemple, je sais que ce jour-là, j'ai le podcast. Ouais. Donc après le podcast, je vais pas mettre un deep work juste après, quoi. Enfin, je place aussi mes deep work, etc. Et je fais ça, principalement, Ok. comme ça. Ok, Mais je suis jamais à 100% ce que je mets sur Mais Google Calendar. Est-ce que les boss du calendar aussi, ils sont à 100%? Toi, c'est comment ton orga par rapport à ton emploi du temps, etc. Moi, j'essaie de mettre très peu de meetings. J'aime pas avoir des trucs fixés sur mon agenda. Ouais. Et j'ai même pas d'agenda. En fait, j'ai pas de Google Calendar. Je note un peu sur mon téléphone, mais je suis rien. Donc, Day to day. Ouais, day to day. Je suis bien organisé, mais j'aime pas avoir des meetings. Ouais. Donc, en fait, j'ai très peu d'appels. Je sais que j'ai 2 appels le lundi de 20-30 minutes. C'est bon. Et après, les rendez-vous comme le podcast et tout, c'est dans ma tête. Donc, ouais, j'ai pas vraiment d'agenda, mais je planifie ma semaine chaque dimanche. Chaque dimanche, en fonction de mon OKR, c'est-à-dire mon plan, on va dire, de l'année qui est découlé en quart-heure, qui découle après en mois, je vais venir faire les tâches qui vont permettre d'obtenir ces objectifs. Et souvent, c'est des deep work. Et ça, je sais que c'est non négociable. C'est-à-dire, j'ai 3 deep work par jour minimum, non négociables, qui vont venir me permettre d'atteindre mes objectifs. C'est pas des deep work, c'est que je me dis, ok, demain, je vais analyser un outil d'IA. Parce que, est-ce que c'est en lien avec mon objectif? Non. Est-ce que c'est sympa? Ouais, mais c'est pas le but. Donc, je fais que des deep work importants, entre 3 et 4. Mais ouais, c'est des deep work 2 heures, 1h30, 2 heures. Donc, 4, c'est chaud. Et après, des temps pour communiquer, management. Et voilà, mais c'est vrai que j'ai un agenda sur le téléphone, c'est que je note un peu les anniversaires, je regarde un peu pour les anniversaires ou les trucs. Je sais que je me mets un rappel, c'est que je dois pas oublier. Et sinon, j'ai pas de Google Calendar. Quand j'ai un call, je demande toujours le lien du call. Chaque fois, il me dit tu reçois pas dans les mails, mais je lis pas mes mails. Donc, j'ai un peu une organisation à revoir. Parce que, pareil, je lis pas mes mails, mais je manque des trucs importants. Donc, je suis en train de revoir ça justement pour cleaner tous mes mails, refaire une nouvelle mail, avoir l'IA qui m'aide. Pour moi, les mails, c'est plus important que l'anniversaire. Et je suivais un truc d'Alex Hormozy qui disait les personnes qui t'en veulent si t'as pas souhaité le bon anniversaire, c'est complètement ridicule. Enfin, pour moi, après. C'est vrai. Je suis pas forcément d'accord. Non, mais tu sais, qui t'en veulent. Non, mais si oui, qui t'en veulent. Pour moi, il faut pas en vouloir pour ça. Voilà. Mais c'est important. Oui, c'est important. C'est important même pour l'argent, la famille etc. proche, c'est important. Ouais, c'est important. Bien Même sûr. pour les Oui, employés. famille proche, oui. Les employés, c'est aussi important. Sauter l'anniversaire, Ouais. Là, justement, j'ai demandé à ma CEO, révise tous les anniversaires, mets dans un sheet, pas qu'on oublie. C'est important quand même. Je sais qu'en Chine, ils font leurs trucs dans la warehouse. Parfois, je vois des vidéos de ces anniversaires, mais moi, je suis pas au courant. Tu vois, s'il y a un anniversaire, je sais même pas lequel c'est. En plus, je connais même pas le nom de tous mes employés en Chine, du coup. Bah, puis Parce surtout que, du coup, ils travaillent jeunes, non? T'as dit quoi? Ils travaillent jeunes. 10 ans, ouais. Alors, il y avait un gâteau. Jeune, oui, non, tu vois, ils ont entre 8 et 12. Non, ils ont. En fait, il y a les personnes qui sont dans la warehouse qui, eux, qui sont en train. En Chine, c'est beaucoup du monotache. Donc, ils n'ont pas forcément beaucoup de compétences à avoir. Ils vont avoir dans les 22 ans, je dirais, entre 22 et 25. Et après, dans la warehouse, donc les plus de compétences à avoir, communiquer, etc., ils vont avoir dans les entre 30 et 50 ans. Et les salaires, parce que je sais que ça va intéresser les gens. Un employé basique qui est dans la warehouse pour faire du packaging, etc., ça va être payé 800 € en moyenne. Une personne qui un agent typiquement qui va répondre aux messages, etc., ça va être payé dans les 1700 à 2000 €. Ah, c'est bien payé. C'est quand même très bien payé. Et parce que justement, en fait, j'ai débauché les meilleurs des autres. Normalement, tu peux payer moins, mais moi, pour avoir le service le plus qualitatif le plus rapidement possible, j'ai pris tout ce que je pouvais, mais j'ai surtout débauché les meilleures personnes pour créer mon truc et y avoir une bonne structure. Et après, du coup, la General Manager, elle gagne environ 4000 € par mois pour gérer l'ensemble des opérations. Donc, on se démerde comme ça, quoi. Non, c'est bien. Top. Et en fait, mon objectif pour l'instant, c'est même pas faire beaucoup de profit. C'est surtout construire. Et mon objectif, d'ailleurs, c'est même pas de... Enfin, en fait, mon objectif, c'est de faire tellement de commandes. Mon vrai business que je peux pas encore faire parce que j'ai pas assez de commandes, c'est de concurrencer Unexpress. C'est-à-dire que moi, j'ai envie d'avoir mes avions par la suite qui vont traverser entre la Chine, vers la France, vers les US, parce que je me dis toujours, si quelqu'un a réussi à le faire, c'est que c'est faisable, tu vois. C'est-à-dire que moi, je veux cet objectif. Je sais que pour avoir cet objectif, je dois atteindre 100 000 commandes par jour. Je sais que pour atteindre 100 000 commandes par jour, je dois être plus abordable que la concurrence. Donc, nique sa mère mes marges, tu vois, je vais scaler ces 100 000. Et après, par contre, le jour où je concurrence Unexpress,
avec plus de 100 000, 200 000 euros, 200 000 commandes par jour. Ah là, tu seras trop cher. Ouais. Bah non, parce que du coup, Uniexpress, c'est eux qui prennent les plus grosses marges. Ouais. Et bah là, Ils se c'est gavent. là où j'ai créé mon putain d'empire. Et moi, je repartirai pas de la Chine sans mon milliard. Genre, je vais devenir milliardaire en Chine. Je veux l'être, je vais l'être. Et tous les jours, j'applique les choses dans cette direction. Et j'en dors pas la nuit, j'en suis complètement obsédé, tu vois. Et toujours dans cette atmosphère du e-commerce, même d'être dans mon headquarter, etc. Voir mes employés gérer mes commandes, mes propres commandes, celles de mes potes, mes trucs, etc. En fait, ça fait tellement kiffer et t'es tellement poussé dans ce truc que j'adore. Et petite parenthèse, on va faire très Ouais. bref, mais comment est la vie en Chine, ça te plaît? La vie en Chine me plaît beaucoup, je pense, car j'aime ma boîte. Mhm. Sans ma boîte, ça aurait été un peu... Non, ça aurait été l'enfer. Ok, c'est vite répondu. Non, mais j'adore. Hein. Du coup, je préfère la Chine à Dubaï parce que j'ai vraiment cette impression de construire, j'ai vraiment cette impression de créer de la valeur, créer des relations, des emplois, des trucs. Chose que je n'ai pas forcément à Dubaï. Dubaï, j'ai vraiment l'impression d'être un digital nomade sur son clavier qui fait pas grand chose. Alors qu'en Chine, j'ai vraiment ce truc de ok, là, je prends mon petit scooter électrique, j'arrive à 10 minutes sur ma warehouse 4000 m². Je vois les employés qui me disent bonjour, etc., qui commencent à. Il y a même des petits matchs de ping-pong, on s'organise des matchs de ping-pong, c'est dans la warehouse. Et en fait, j'ai vraiment ce truc d'impression de construire, et c'est ça qui me fait vibrer. Moi, je m'en fous un peu de mon confort actuel. Je suis pas là pour optimiser tous les trucs encore par rapport à ça, mon confort parfait, la relation parfaite. Honnêtement, j'ai dit que je trouvais une femme, je voulais trouver une femme tout à l'heure pour rigoler, mais j'en ai rien à foutre, tu vois. Genre, moi, C'est ça qu'il faut. mes trucs en ce moment, c'est no rest, no wife, juste charbon et créer ce putain d'empire et être à la guerre tous les jours et créer le meilleur écosystème qui puisse exister, soit entre e-commerce, communauté, warehouse et tout ce qui va avec, quoi. C'est Donc, c'est le mindset à adopter. C'est ça, Voilà. 100%. Et donc, même pour Après, tes tu, autres. tu Même... pourrais même rajouter la femme dedans. Bien sûr, Ça mais, fait- là, ce serait pas Mais le ça moment. prend de l'énergie, ça prend de c'est l'énergie et bien, ça en prend soi. du focus aussi. Mais de trouver une bonne c'est super femme, important. Oui, si t'as une femme qui t'aide, bah c'est. ah ouais, méga. ça peut te C'est faire banger. aller aussi beaucoup plus loin Mais et c'est t'apporter une stabilité. C'est sûr que c'est super important. Mais je me vois pas actuellement être en mode câlin alors que j'ai un putain de milliard à les prendre. C'est peut-être un raisonnement à la con, mais peut-être que l'année prochaine, j'en sais rien, ça va me tomber dessus. Mais Bah, si tu trouves une Leila Hormozy. ouais, voilà. Mais est-ce que c'est vraiment une femme? Concernant justement ton centre de fulfillment, j'ai eu pas mal de questions à ce sujet-là. On a par exemple Thiago qui demande est-ce que le fulfillment peut accueillir un stock de produits qui serait brandé en tant que 3PL, même sans avoir encore de commandes, histoire de partir sur de personnaliser dès le début. Est-ce que c'est moi qui crée son produit ou alors il le crée des bases et il me l'envoie? En gros, il aimerait le brander sans avoir un MOQ, je pense. Enfin, sans faire des commandes chaque jour. Bah, tu peux, évidemment, tu peux me. Si tu commandes au moins, tu vois, genre. Enfin, en vrai, non. Après, il y a un MOQ. Ouais, Ouais, il y a forcément un MOQ si tu veux personnaliser ton produit. Donc en fait, nous avec la warehouse, on travaille uniquement avec les commerçants avancés qui font au minimum 30 commandes par jour. Même, on en refuse pas mal, plus 50 commandes par jour. Et surtout, qui ont cette vision. Parfois, j'ai prendre un mec qui fait 30 commandes par jour, même 25, parce que je sais qu'il a la vision. Et moi, j'appelle toutes les personnes. Ou alors, mon bras droit, il appelle vraiment toutes les personnes. Et on s'assure que le mec, il ait cette vision long terme et que ce soit pas juste un coup de vent, etc. Parce que c'est beaucoup moins intéressant pour ma vision de ce que je vais créer. Et il y a plein d'autres agents qui peuvent accepter ce genre de profil, mais moi j'ai créé le software et tout ce qui va avec pour vraiment les professionnels de ce business et pas pour les plus débutants qui veulent juste 10 commandes par jour et voilà. Ils sont le bienvenu évidemment quand ils font 50 commandes par jour. Ok. Donc minimum 50 commandes par Ouais, jour. 30 commandes par jour s'il y a la Stable. vision. Voilà, Ok. c'est ça. Et s'il y a l'entrepreneur derrière, je le vois un peu comme un fonds d'investissement parce qu'on m'a donné énormément de conseils derrière. Ouais. C'est-à-dire qu'une personne, nous, qui rentre dans la boîte, on va lui donner des conseils pour scaler parce qu'en fait, c'est bénéfique pour nous. Si la personne arrive à scaler, et bah, surtout que souvent, c'est des conseils à la con. Encore une fois, un mec qui fait 5000 par jour, Ouais. je vais racheter son shop, mais là, dans ce cas-là, je vais lui dire, bah là, fais ça, fais ça, fais ça. Et le mec, il passe, il triple son volume de vente. Et moi, ça 100%. m'aide. Et surtout, ça crée une bonne relation. Il va pas partir après. C'est ce qu'ils ont fait Best Fulfill. Best Fulfill, ils ont ouvert des comptes Facebook avec cashback, Ouais. justement pour Regardez. regarder et Et pour d'ailleurs, ça pousser. marche plus, hein, les cashbacks. Ouais, depuis Il y a janvier, plus là, de cashback c'est- avec eux, mais avec d'autres. avec d'autres. Mais oui, plus faible. mais ça va se fermer aussi. Faible. C'est pirate, apparemment. En Chine, à Hong Kong, peut-être. Après, ils ont ouvert du cashback aux US. Argentine, il y a Aux pas US. Argentine, Ouais, Argentine, ça c'est trop bancal. Ouais. Bulgarie, non Ouais, non, Bulgarie, non. Mais je sais qu'en Europe, ils vont ouvrir. Et aux US, pareil. Sans US, déjà avec une carte de crédit US, t'as Ouais, du cashback. cashback. Donc déjà, c'est cool. On a une autre question de Ismaël, mais c'est une question qui fâche un peu. Vas-y. En fait, il y a plusieurs personnes qui ont posé ça.
C'est TVA en e-com. En fait, les choses à savoir et pourquoi c'est un avantage de la payer. Donc, par exemple, tu nous as mentionné que tu payes la TVA. Ouais. C'est quoi l'avantage à le payer C'est quoi le désavantage à pas la payer? C'est plus ça la Il y a question. eu 4 likes. Donc. Tac, tac. Bah, on va parler des désavantages. Désavantage, déjà, si c'est français, tu vas en France et que tu payes pas ta TVA, tu te prends un contrôle, t'es mort, t'es éteint. Et la plupart des gens, ils sont en France et ils pensent qu'ils vont passer à côté, etc. Mais moi, mon meilleur pote, il s'est pris un contrôle, ils sont pas passés à côté de la TVA. Donc déjà, rien que pour ça, pour la sécurité mentale, payer sa TVA, c'est important. Mais maintenant, businessment parlant, le plus important, putain, le mental, on s'en branle un peu. Enfin, c'est ça, mais on fait attention évidemment. Mais businessment parlant, déjà, tu crées quelque chose qui se valorise. Parce que, imagine, tu construis une marque pendant 1 an et 1 an et demi. J'en ai vu, ils ont construit des putains de projets, mais ils ont jamais payé leur TVA. Et ben en fait, c'était 1 an et demi à la poubelle. Ils ont fait un peu de cash, du coup, pendant 1 an et demi avec leur boîte. Trop bien, ils ont fait, je sais pas, 400 000 euros. Mais en fait, leur boîte qu'ils auraient pu revendre 5, 6, 7 millions, elle en vaut même pas 400 000, tu vois, même pas 300 000. Parce que tu vas retrouver un mec assez fou pour l'acheter, parce que du coup, forcément, le mec, il fait peut-être 20-25% de marge. C'est-à-dire qu'avec TVA, elle en fait plus que 5, même pas. Souvent, c'est moins de 20% de marge, même les gens qui payent pas leur TVA. Et un autre truc super important pour... en fait, payer sa TVA, c'est... En fait, payer sa TVA, c'est vraiment mettre en place les bonnes choses dans son business pour aller progresser. C'est-à-dire qu'une personne qui va se dire oh, je préfère ne pas payer ma TVA parce que je gère plus de marge, etc. Je pense pas que ce soit la bonne façon de réfléchir. Pour moi, c'est ok, là j'ai 20% en plus. Comment je vais faire pour faire 20% de marge en plus? Comment je vais faire pour augmenter mon panier moyen? Comment je vais mettre ça en place? Et en fait, en te débloquant mentalement ce truc et te dire ok, bah là je dois payer 20% en plus, c'est le game, j'accepte. Je veux être là pour le long terme, je vais pas être cash grab 2 secondes. Je suis là pour le long terme. Alors j'ai payé cette TVA et je vais trouver un moyen de faire beaucoup plus, un beaucoup plus gros AV, beaucoup plus réfléchir au fin fond du truc, etc. pour augmenter ce panier moyen et ton chiffre d'affaires pour compenser le truc. Et en fait, comme ça, je fais autant de marge qu'un mec qui ne paye pas sa TVA finalement. Parce que j'ai accepté cette TVA. Et les gars, merde, on fait du business quoi. On n'est pas là pour, on n'est pas là pour rester 2-3 mois et cash grab, etc. Essayer de faire les montages les plus farfelus du monde pour essayer de ne rien payer. Il y a un moment, si tu veux vraiment créer ton empire, enfin, moi, c'est ma vision du e-com, peut-être qu'on n'a pas tous la même, et sûrement pas. Tu vois, il y en a, ils veulent faire juste 5-10 000 euros par-ci par-là. Et moi, je veux créer un putain d'empire. Si tu veux un empire en e-commerce, t'es obligé de payer ta TVA et même si ces règles c'est de la merde, t'es obligé d'accepter ce qu'on te demande et ce qu'on te dit. T'es obligé d'accepter ces règles. Tu peux être sur la ligne rouge sans jamais la dépasser, mais tu dois accepter les choses, tu dois payer, etc. Et c'est comme ça que tu arriveras à créer ton putain d'empire et à développer d'énormes projets et à faire des multi-M. Je pense pas que beaucoup de personnes font plus de 10 millions en e-commerce sans payer leur TVA, tu vois. J'en 100%. connais même aucun. C'est Ouais. très court-termiste. Et Ouais. pour moi, c'est passer sous le problème plutôt que sauter sur le problème. Ouais. Et ça, c'est une manière de penser que les entrepreneurs à succès ont. Mm. Ils passent pas sous le problème. Quand tu passes sous le Ouais. problème, bah, ça, il peut t'écraser en fait. Exactement. Tu as beaucoup plus résumé rapidement que moi et c'était parfait. Il y a aussi des produits où il y a moins que 20%. Hein. Ouais, bien sûr. Ouais. Ce qui est alimentaire, tout ça, ça Ouais, va faut Vêtements vite. pas pour oublier, ouais. enfants, alimentaire, Vêtements enfants vêtements pour. Enfin, vraiment, genre des petits vêtements pour enfants, ça passe sous le seuil, certains produits. Des trucs hygiéniques également, tout ce qui est, c'est comme ça. Mais oui, ça c'est intéressant. Essayer de trouver les produits, les opportunités à 5,5%. Même livres, je crois, tout ce qui est livres, Éducation. Éducation, livre, ouais, je crois que. il me semble. On est en train d'onboard à quelqu'un qui vend des livres justement. Mais faudrait que je regarde ça. Mais il me semble que ouais. Ouais, produits hygiéniques, équipements pour personnes handicapées. Et surtout, c'est des belles niches, hein. C'est des Mhm. grosses niches quand même. Donc il y a moyen de même être en France, faire les choses réglo. Bien sûr. Et surtout, il y a un truc, moi j'adore. Dès qu'une personne vient sur mon produit, il y a souvent des petits mecs farfelus qui vont essayer de dupliquer mes shops, etc. Évidemment, c'est le game. Mais c'est le game de mon côté aussi. C'est-à-dire que je paye ma TVA, je suis 100% réglo avec le fisc, avec toutes les réglementations. C'est-à-dire, viens sur mon marché. Moi, j'ai tellement mis de process en place derrière qui me permet d'avoir une marge tellement confortable que c'est limite impossible d'être rentable sur mon produit sans avoir mes process. Donc, si t'es rentable, c'est-à-dire que tu payes pas ta TVA, viens sur mon marché, je te fais une menace d'avocat et que t'inquiète pas que j'en ai viré déjà 4 ou 5 personnes comme ça parce que menace à la TVA. Et c'est la guerre, les gars. Vous venez venir sur un marché sans payer votre TVA et concurrencer quelqu'un qui paye sa TVA, bah vous allez perdre. C'est logique.
Donc voilà, ça vous permet de en plus menacer les gens. Ça vous permet de menacer les gens. Mais en vrai, c'est une super arme. Parce que tu payes la TVA, et c'est à la guerre comme à la guerre. Il y a un mec qui veut te prendre tes parts, est-ce que t'es réglo, tu vois? Là, je vois bien le pirate qui se dit ok, je vais copier les sites et je vais déclarer la TVA. Comme ça, il pourra rien me dire. Ouais, mais du coup, j'ai mis tellement de process qu'en fait, le mec qui arrive, il n'arrive pas à être rentable assez. C'est aussi très court-termiste de copier. Juste copier pour copier. Et, ouais. Pour moi, copier, déjà, il faut copier intelligemment. Comme je disais au début, tu vois, les gens ils vont copier un level 100 sans rien comprendre d'une marque qui est là depuis 8 mois, 1 an, 2 ans, alors qu'elle a déjà fait un petit bout de chemin. Et copier jusqu'au DMCA, tu vois, je trouve ça stupide. Genre, t'as fait du cash, t'as fait 10, tu tournes à 2000 € par jour. Ouais, une fois que tu as fait ton cash, le mieux c'est Bah ouais. d'être authentique, enfin, les mêmes. Même une fois que t'as validé ton produit, peut-être qu'au début, quand t'as pas d'argent, ok, je comprends. Mais quand tu commences à avoir ton cash flow et que ta stratégie c'est ça, frère, alors construis, genre. T'attends quoi? Ouais, Et je trouve ça débile, quoi. je dis ça, mais je l'ai fait. Au départ, on l'a tous fait. Et Alors, pour quand t'es lancer un débutant, produit, c'est c'est très bien. C'est Quand très bien. quand t'es débutant, c'est super. C'est la meilleure des choses à faire, même, je pense. Moi, j'ai fait. En fait, il y a un gars qui faisait pas mal d'argent. Il a dit ceux qui veulent me copier, ils peuvent me copier. Moi, j'ai dit ok. Bah, je le copiais. Et il a dit en fait, ils s'en foutaient des copycats. Ils faisaient tellement d'argent, ils s'en foutaient. Ok. Jusqu'au jour, c'est qu'ils m'envoient une lettre d'avocat, 250 000. Et ça m'a fait trop plaisir. J'ai dit, ils s'en foutent pas. Ils s'en foutent pas de ce que j'ai fait. Ouais, Genre, c'est bien. ils se sentent menacés. Et petit aparté, depuis là, je me dis non, mais faut. Je copiais pas tout, hein. Simplement, je prenais ce qu'ils faisaient de mieux. Ouais. Et après, je faisais d'autres angles. Mais je prenais quand même du contenu parce qu'en fait, ils faisaient du super contenu. Ok. Et depuis là, maintenant, ok, je fais tout mon contenu. Mm. Et j'ai remarqué que quand on fait son contenu, on a de meilleurs ROS en fait. Simplement, on a de meilleurs résultats parce que. Ouais, l'algorithme, Ouais. on le voit. Pour moi, la méta à avoir en 2025, même 2024, même c'était un peu avant qu'il fallait l'avoir, c'est ne plus voir le dropshipping comme de l'argent court terme, mais voir ça comme une putain de création d'empire. Et on a un levier tellement incroyable qui est le dropshipping pour tester une demande, etc., que c'est tellement dommage de ne pas se servir de ça et de se servir de cette opportunité pour aller créer des énormes projets, des énormes marques. C'est-à-dire que toutes les personnes qui ont réussi à créer des process pour être rentables en dropshipping pur et dur et qui vont s'arrêter là, sauf qu'ils ont juste fait le chemin le plus dur avant de découvrir ce que c'est que le vrai argent, tu vois. C'est quand tu commences à faire des 30, 50 000 € par jour que tu dis ah ouais, c'est pas mal. Et encore, c'est petit. Alors, il y en a qui font 300, 400 000 par jour. Je sais que tous autour de cette table, on va aller les reach faciles des 400, 500 000 par jour parce qu'on a cette vision long terme. Si on était court terme, jamais on irait atteindre des 500 000 par jour. Et je suis sûr que dans moins de 2 ans, nous trois autour de cette table, 100%. on fera du 500 000 par jour facile, même bien avant, j'espère. Ça dépend juste de à quel point on va continuer. Puis comme on sait qu'on est long terme, bah on sait qu'on continue, on va continuer d'apprendre. Bah, au bout d'un moment, ça arrive. Ouais. Et ça, c'est le même état d'esprit à avoir chez un débutant. De commencer et se dire, je vais pas faire de l'argent forcément en 7 jours, je vais pas être rentable avec le drop en 7 jours, mais de me dire, peu importe ce qui se passe, je continue, j'apprends. Ah bah, au bout d'un moment, ça va marcher. Ça, c'est mathématique. Ah ouais. Bah, en fait, ce qui fait qu'une personne réussit ou une personne qui ne réussit pas, c'est juste que la personne n'a jamais abandonné et a appris de ses erreurs. Ouais. C'est-à-dire que, évidemment que ça va être dur, le e-com, évidemment que tu vas avoir plein de trucs compliqués, toujours des galères, etc., qui te donnent envie d'abandonner 1000 fois. Mais derrière la caméra, je vous assure qu'en vrai, ne jamais abandonner et dès que tu as un problème, vraiment, c'est de le régler directement, pas le mettre de côté, etc. Apprendre de tes échecs d'hier. Pourquoi il y a eu ce problème? Pourquoi ça n'a pas marché? Comment je peux l'améliorer demain? Il n'y a aucune raison pour que ça ne marche pas. C'est-à-dire que tu as juste à refaire, toujours améliorer ce que tu as fait un peu plus. Donc comprendre tes erreurs, refaire. Ça ne peut que marcher. Ouais. Et je le vois, c'est-à-dire que les personnes qui abandonnent, c'est. Enfin, il y a un mec à un petit problème résolu, il aurait pu totalement transformer sa vie. Mais il a décidé d'abandonner parce qu'il disait oh, ça fait 10 fois que j'ai testé, c'était trop dur. Ah non. C'est impressionnant Business, comme les problèmes, ça peut tuer des business, des carrières, des richesses. Et c'est pour ça que pour moi, la communauté, on le prône, dans tous les podcasts, c'est le plus important. Parce que quand tu as un problème, toi, t'arrives pas, ça te tue. Et que derrière, tu as des gars à un niveau au-dessus qui ont déjà rencontré ce problème et en 2 minutes, ils te le règlent, comme on le fait dans les séances haute site qu'on se fait en réel. Et ben pour moi, c'est game changer. Bah ouais. Et même d'avoir dans une communauté des commerçants, ça devrait être obligatoire quand on veut réussir. Parce que ça te permet de pas te sentir seul. Puis c'est souvent quand tu te sens seul, tu dis j'ai mon problème seul, je vais pas y arriver. Tandis que quand tu as d'autres personnes avec quand toi, t'es en immersion, ça fait toute une change tout. différence. Ouais. C'est pour ça aussi que là, on se traque nos habitudes. C'est game changer. Ouais.
Oh, Et- c'est trop mignon. De là, Non, Non, on est plusieurs. On a On plusieurs. trop mignon. Mais c'est trop puissant parce que tu te dis, je peux pas avoir ma tracking list qui est toute rouge. Donc Ouais. je fais les efforts nécessaires pour performer sur le long terme. Trop fort. Et on se fait aussi un feedback. Maintenant, on a mis en place un feedback. C'est qu'on regarde au bout du mois, à tour de rôle. Un, il fait à Loom, il envoie aux autres. Ok, ben, comme ça, Ok. on montre tout le monde et on analyse. Il Et fait c'est ça avec qui intéressant. en petit team d'e-commerçants, genre C'est ça. les potos On est et 4-5, ouais. Ouais. trop bien. Ah, ça tue, ouais. C'est intéressant, ouais. Mais c'est ça, en vrai, pour revenir sur les erreurs, enfin les problèmes, il y a toujours des problèmes. C'est que ça, le business, finalement. Et en fait, ça dépend de comment tu te positionnes face au problème. Est-ce que tu vois un problème comme vraiment c'est dramatique ou est-ce que tu vois le problème comme bah ouais, c'est normal, tu vois, c'est un problème. Mhm. En fait, quand tu le vois, c'est un peu. Pour moi, c'est mental, tu vois. Quand tu vois le problème comme un truc, oh putain, il y a un problème, ça va pas le faire et tout, merde, comment je vais faire? Ouais. Bon, ok, je vais essayer de bosser comme ça. Alors que quand tu arrives devant le problème, ah bah ok, un nouveau problème, bah vas-y, bah c'est parti, on va comprendre, etc. On va dig et ça va le faire, tu vois. Ouais, tu brainstorm Là, tranquillement, tranquille. tu respires 3 fois, Voilà. tu demandes à ChatGPT, tu mets les bons prompts. Tu te connectes Et- sur ton Discord et voilà. avec ta communauté, tu demandes à tes potos comment, Voilà, ça, comment ils ont c'est un réglé, glitch. et Hein. voilà. Ça, c'est un glitch. Tranquille. Genre, problème, pas de problème. Non. En vrai, plus t'as de problèmes, plus t'as eu de problèmes, plus après les problèmes, même s'ils sont Ouais. durs, ça passe. C'est Ouais. juste une question d'habitude. 100%. Plus tu loupes l'avion, moi j'ai loupé plusieurs fois l'avion, de part c'était dur, mais après, ça passe. Bon, c'est pas le bon. Mais c'est pas le bon. Oui, c'est moi, je suis métaphore. d'accord avec toi. Mais tu vois, J'ai raté même trop les de choses, si elles sont Ouais. dures, plus tu le fais, après, Ouais. tu C'est vrai que mon vas, premier tu vas blocage, avoir un seuil de là, tolérance. Stripe à 600K, il était difficile. Ah, c'est le game. Mais depuis, même si j'ai des blocages, c'est au calme. Donc, Ouais, bah, pareil. Ouais, c'est part of the process, quoi. Genre, ouais, c'est le problème, bon. Ouais. Sa mère, quoi. C'est comme ça qu'on fait du fric, finalement. Je pense en vrai, c'est quoi? C'est 50% de problème, 50% kiff. Si ce n'est pas plus de problème. Ouais. Ah ouais. En vrai, je crois qu'il y a une loi, enfin, il y a une loi de polarité Ouais. qui est qu'en fait, on a tout en même quantité. Simplement, après, c'est une perception Ok. de la manière de voir les choses. Et en Ok. fait, il y a autant de bien que de mal. C'est une loi, en fait. C'est une loi de la nature qui a tout dans la même quantité. Puis ça, quand tu le sais, ben, ça t'apporte une stabilité parce que tu sais qu'il y a la même part, qu'il y a une même part de bien que de mal. Ouais, qu'après la pluie, il y a le soleil. Après Du la coup, pluie et le tu te sens soleil, bien. voilà, tu sais qu'il y aura les deux côtés. Après, c'est une question de perception, justement, sur où c'est que tu veux mettre ton curseur. C'est comme ne vous focalisez pas sur vos stats quotidiennes. Si vous faites une journée de merde, ça arrive. Si vous faites une Mhm. semaine de merde, ça arrive. Toutes les semaines sont pas incroyables. C'est-à-dire que, tu vois, moi au début, quand je voyais pas du vert, tu sais, quand tu te connectes sur Shopify, Mhm. tu vois, tu vois soit du vert, soit du gris. Maintenant, c'était du rouge, c'était encore pire. Et je voyais, je suis à moins 25% par rapport à hier. Alors Ouais. putain, journée de merde. Et ça m'atteignait Ouais. mentalement. Vraiment, c'était en mode putain, journée de merde, j'ai directement checké le triple whale, etc. Maintenant, je me suis totalement détaché. Je regarde par semaine, tu vois, je regarde beaucoup moins mon Shopify. Une fois par semaine, ok, alors j'ai fait ces stats, ok, cette journée-là, les reporting, paf, paf, paf. Et ne pas du coup se laisser manger l'esprit par une journée compliquée en e-com, parce que vous en aurez plein, mais plein des journées mauvaises. Et ça, c'est super important de faire attention à ces stabilités, de regarder plus gros, plus loin, et pas se focus sur les. Vraiment mettre trop d'énergie mentale sur les petits problèmes comme ça. 100%. 100%. Et justement, pour le tracking, tu as parlé de triple whales. Ouais. Tu fais quoi au day-to-day aussi? Au début, tu as parlé d'avoir un bon comptable. C'est quelque chose Ouais. qui permet d'avoir plus de bénéfices, etc. Du coup, ça voudrait dire qu'au début, tu n'as pas forcément eu ça. C'est quoi un peu tes erreurs que tu as fait pour au début, qui t'a fait perdre beaucoup d'argent? Tu avais aussi dit que c'était un peu les montagnes russes. Tu scalais, tu étais ensuite perdant, Ouais. etc. Si tu arrives à expliquer comment tu as résolu ça aussi. Au début, je traquais rien. Ouais, au moins ça résume le truc. Au début, ROS pas mal, etc. Bon, je scale, je savais pas ce qui rentrait. Bon, alors là, c'était vraiment tout début, très débutant. Ensuite, je passais Meta Google Sheet, mon spend, c'est basique, je prenais même pas en compte les frais Shopify, les trucs à la con. Et après, petit à petit, j'ai compris, ok, mais là, j'ai fait X bénéfices sur mon sheet, mais j'ai fait 100 000 ce mois-ci sur mon sheet, mais il me reste que 80 000 à la fin du mois, donc là, je commence à dig. Et petit à petit, je me suis fait un tableau de calcul de marge, etc., de calcul de bénéfices quotidiens, beaucoup plus incroyable. Après, j'ai migré vers Triple Whale. Au début, j'ai eu beaucoup de problèmes avec les retours qui ne traquaient pas au quotidien, etc. J'ai galéré pour résoudre tout ça vraiment d'une manière stable. Et là, maintenant, j'ai mon Triple Whale nickel avec absolument tout dedans. Mes coûts fixes qui sont mis au début du mois et que je répartis un peu sur tous les jours, qui me permettent de voir mon bénéfice réel quotidien. C'est-à-dire qu'actuellement, j'ai environ 25 000, 27 000 de coûts fixes. Bah, il y a 1 000 € qui est mis dans le Triple Whale tous les jours en termes de coûts fixes,
qui nous permet d'analyser ça. Donc les tranquillement. équipes ou bien... Ouais, les équipes. Ok. Ouais, ça. Et du coup, c'est toute cette structure qui m'a fait que maintenant, Triple Whale plus mon comptable à côté qui gère tout dans l'overview pour s'assurer que tout est good, bah, c'est nickel. Genre, je connais ma marge précise, il n'y a pas de problème. Et voilà. Là, ton comptable, il a accès à Triple Well? Tu lui donnes non, tout ça? non, il n'a pas Ok. accès, il fait son truc de son côté. Ok. Mais c'est bien, parce que justement, ça permet d'avoir Ouais. un double contrôle à la Ouais, fin. Ce qu'on clairement. discutait la dernière fois. Bah après, au moins, tu sais que tu peux faire confiance à ton agent qui te. Oui, Parce c'est que nous, ça. il y a un travail là qu'on est en train de faire, c'est le controlling. Et ça, c'est chiant. De contrôler toutes les factures, tu retrouves des Ouais. grosses erreurs et. Faut que tu mettes quelqu'un dessus. Ouais, toujours, peu importe, C'est ça. même si tu fais confiance, même si c'est un agent fiable, etc. Il peut toujours y avoir des erreurs, donc toujours mettre un comptable. Pour le coup, tu peux le recruter dans un pays où c'est moins cher. Et toujours mettre une personne intermédiaire qui va tout checker. Parce que la confiance ne. C'est quoi la phrase déjà? La confiance J'ai pas la n'exclut ref. pas le contrôle. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais, voilà. La confiance n'exclut pas le contrôle. Donc peu importe votre business, toujours checker les factures. Voilà, c'est la base. Et sinon, il y a quoi d'autre comme application que tu conseilles? Ah, c'est tellement large là. Est-ce que Pour vous en faire avez plus de bénéfices. pour faire plus de bénéfices? Bah déjà, renégocier avec ses agents, la base des bases, en vrai. Genre aller un peu fouiller dans ce qu'ils te font, ce qu'ils te proposent. Et si vous leur avez envoyé un lien AliExpress, allez vraiment essayer de fouiller 16,88, voir combien vous pouvez économiser. Déjà là, vous allez gagner beaucoup de marge, hein, je vous assure que la plupart des agents, même 99% des agents, même si tu penses que tu as des bons prix, tu as des prix de merde. Et ça, je suis prêt à mettre ma main à couper. Donc, Mais plus même si creuser. on sait qu'on a les prix pas bien. Comment on. Enfin, je pense que c'est tous les conseils que tu as dit, que montrer que voilà, on connaît pas juste AliExpress, qu'on Mm. utilise 16, 88. 16,88. Mais s'il dit non, tu sais quoi le process? Bah, si dis non et que tu fais du volume, bah ciao. Alors, tu Ok. changes, tu vois. Et j'attends de trouver le bon partenaire parce que tu peux pas scaler une boîte avec un mauvais partenaire. Si ton agent il dit non et qu'il est pas ouvert à la discussion, au débat, peut-être Ok. qu'il peut dire non, mais parce qu'en fait, je t'explique pourquoi, etc. Parce que t'as pas assez de volume. T'as pas assez de volume. Ok. Ou alors, typiquement, nous, on te gère aussi les frais de renvoi gratuitement, les retours gratuitement. Donc, forcément, on doit prendre, je sais pas, 15% sur ton produit pour couvrir les trucs. Ok. Je sais pas. S'il y a une expression raisonnable, rationnelle au gap, tu vois, ok. Mais s'il dit ah non, non, je prends 3% comme tu me Ouais. disais. Non, moi, c'était non, can't. Ouais, voilà, voilà. Dis why, plus de réponse. Ouais, voilà. Et s'il s'est fermé comme ça à la discussion alors que vous êtes quand même censé être un client important, même si vous avez un petit volume, tu vois, et que vous avez une belle marque, etc. S'il est fermé au débat, il y a un moment où vous peut-être changer d'agent, trouver ou discuter, toujours être Mhm. en discussion avec différents agents pour toujours un peu comparer ce qui se passe, les prix, etc. Les mettre en concurrence, tu vois, c'est un peu malsain, mais c'est super important. Ouais. Et c'est comme ça que huile. Et des applications sinon sur genre Shopify en mode upsell ou autre. Alors moi je suis dans il y a une application qui est ultra banger si vous êtes en boutique de vêtements. C'est l'application Wire, W-A-I-R. Ouais, je connais. Ça c'est une application qui te permet c'est tellement incroyable pour le coup pour gérer parfaitement les tailles, etc. T'auras jamais un... Parce qu'en fait les size charts, le problème c'est que toujours un mec qui va dire ok je pense que ça. Alors que là dans cette application, par contre elle coûte cher. C'est pour ça que suivez-moi sur les réseaux, je suis en train de développer la mienne et je la mettrai, je la mettrai en open source. Mais du coup, tu peux tout checker de A à Z, les mensurations tu mets genre, je fais 1m80, 70 kg, etc. Et ça te sort ta taille nickel. Ça, c'est une app qui m'a game changé tous mes sites, ça a fait exploser le taux de conv. Après. Nous, le gros problème, c'est que les gens avaient la flemme de lire le size chart et ils Ouais. commandaient sans regarder. Ouh là là, là. Et c'était ça, quand on analysait les records de session, c'est ça le gros problème. Nous, on a changé la size chart, on a mis en place cette application, on a mis en place aussi ce forme de quiz. En fait, on s'était focus sur la size chart, mais le problème venait qu'eux, ils disent non, mais je connais ma taille. Hmm. Et tu vois, nous, on les avertissait, ça, taille un peu plus grand, taille un peu plus petit, etc. Et le problème venait de là. Ok. Donc là, ce qu'on est en train de mettre maintenant, c'est de faire en sorte qu'ils regardent la size chart. Ouais, en gros, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis une flèche pour vraiment montrer le size chart en question et le mettre assez en évidence, juste au-dessus soit du add to cart, soit vraiment de tes différentes tailles, assez gros et vraiment calculer ma taille parfaite. Tu vois, pour essayer de pas être en mode juste calculateur de taille et vraiment mettre un petit truc plus call to action ou alors assurez-vous de votre taille, tu vois. Mhm. Et c'est qu'en fait, ça leur permet de cliquer et d'avoir un plus gros taux de succès. Moi, 80% des gens utilisent quand même. Ouais, c'est bien. Et c'est pour ça que ça me coûte une blindée. Hein.
Alors, je pense que c'est un produit où c'est que c'est peut-être plus compliqué de trouver leur taille. Peut-être. Après, ça dépend des marchés aussi. Il y a des non, marchés même comme pas les tant. US, c'est des sauvages. Ouais. c'est des Les sauvages. US, ils doivent aller le plus vite possible au panier. Ouais. Ils regardent même pas. Si ça me va pas, je fais chargeback. Moi, ça. c'est même pas tant un truc de taille importante. C'est plus. En vrai, c'est vraiment un basique de chez basique. Il n'y a pas de truc miracle sur mon produit. Mais c'est juste que c'est tellement important pour nous derrière nos backends, etc., qu'on a incité et les gens y kiffent. J'avais même essayé, mais ça n'a pas marché du tout. Être obligé de sélectionner sa taille pour ajouter au panier. Mais ça, je Ok. recommande pas du tout. J'ai Ouais. essayé de faire un A/B test. D'ailleurs, A/B tester toujours. Hein. Parfois, Ouais. ça a totalement foiré. Mais t'es jamais à l'abri de faire un petit banger et finalement, ça prend bien. Là, on arrive presque à la fin. Donc, on a encore quelques minutes. On va lâcher encore quelques values bombes. Moi, j'ai un point qui peut vous faire gagner beaucoup de bénéfices. Parce qu'en fait, récemment, Shopify a ajouté une taxe. Oh, ouais. On l'avait partagé sur les groupes là, il y a quelques semaines. Je pensais que c'était que en Europe, que Union Européenne, mais en fait, c'est partout. Donc, Shopify, ils ont allègrement, ils sont venus dans les La paramètres et ils ont ajouté eux-mêmes, ils nous forcent à payer une taxe de 0,20, 0,23. Moi, c'était pourcentage. 0,15 en France. Voilà, ça dépend du marché et on peut venir la décocher. Donc, si vous n'êtes pas encore au courant quand ce podcast sort, il existe dans les paramètres. Vous allez, si vous êtes en Europe, vous mettez Union Européenne dans recherche en haut et vous pouvez décocher en fait cette petite taxe et vous allez économiser genre 2K, 3K, 5K, plus c'est 10K. C'est énorme hein, quand même. Ouais. Tu te rends compte C'est juste c'est du vol quoi. C'est insane. Et en plus, c'est juste un truc d'assurance. C'est comme Ouais. si tu commandes chez Booking, truc assurance à la con en plus. Quoi. C'est du On dit bullshit. ça, mais nous on le fait avec nos boutiques c'est pour Mais mettre c'est les vrai. assurances. Ouais, mais c'est différent. C'est oh. différent. Ouais. C'est vrai que c'est Parce que- l'arnaqueur et arnaqué de par Shopify. Non, non, mais Ces petits cons là, hein, assurance shipping, allez, tiens. nous on le met quand même. Le client il le voit. Tu vois. Shopify il l'a mis sans le voir. Ouais, bah, Donc c'est ça, quand même, faites je me suis attention. renseigné, c'était dans les mentions quand tu signes les conditions générales, etc. Ça, personne ne les lit. Oui, quoi, oui. mais- Ouais, Ouais. 100%. Et toi, du coup, t'as déjà quand même pas mal partagé là. Non, si t'as- une insight. Un On petit veut encore un learning truc en récent. plus. Alors, qu'est-ce qui m'est arrivé récemment Alors, moi, pendant très longtemps, j'étais renfermé sur un produit, vraiment essayer de scaler le même produit. Mais je pense que pour arriver au niveau supérieur en e-commerce, il faut se faire mal, essayer de plus en plus développer sa gamme et vraiment pas avoir peur de tester de plus en plus de produits autour de sa niche. Parce que quand vous allez commencer à avoir un bon produit qui tourne bien, si vous restez trop focus sur un, deux ou trois produits, sans prendre forcément trop de risques à essayer de trouver potentiellement un nouveau produit, entre guillemets winner, même si j'aime pas vraiment ce mot parce qu'il veut tout et rien dire, mais essayer de rajouter un gros produit qui a une grosse traction sur son site, je trouve que c'est un travail important à faire et pas se focus, même si tu peux avoir de l'énorme croissance que sur un produit ou sur une petite segmentation de produits. En ce moment, je suis beaucoup en train d'essayer de chercher des produits outsiders, en quelque sorte, que j'ai rajoutés à ma gamme pour essayer de plus évoluer dans différentes cibles, différents personas, pour aller essayer de faire grossir la marque de plus en plus. Donc, je travaille beaucoup sur ça en ce moment. Ouais. Et, Mais on en parlait justement lors du dernier podcast que c'est une stratégie aussi de recherche produit. Quand tu as un produit qui se vend bien, Ouais. bah, tu vas sur justement les plateformes là, 1688 et tu peux regarder des produits ultra similaires Exactement. qui commencent à bien se vendre aussi et Ouais. boum, tu les testes et c'est banger. Donc Exactement. super puissant. Et ouais, ça c'est incroyable. Et aussi, j'aimerais rajouter un petit truc par rapport à une value en Chine. C'est une expérience que j'ai eue, et là je viens de me rappeler. Mais en gros, est-ce qu'on pourra mettre un... Je vais vous montrer une coque, on va vous mettre On mettra l'image. on Ouais. mettra l'image d'une coque de téléphone en Chine. Vous l'avez sûrement vu passer, c'est les coques en deux parties. Et en fait, je ne connaissais rien à la Chine au début, et je commence à vouloir créer une nouvelle marque, tu vois. Une nouvelle marque en Chine, etc. Et je crée tous les process, le design, etc. En moins de 3 jours, mon produit, il a fait le tour de 10 usines. Il s'est fait dupliquer par plus de 10 usines. Il a été mis en vente 2 semaines après, vente sur AliExpress. J'ai même pas lancé le produit. Et le produit, c'était l'un des plus gros winners de ces derniers temps. Il y a des trucs plus 30 000 vendus sur AliExpress. Tout le monde l'avait. Il y a même un pote qui était sur Tinder en train de, en train de swipe. Et il y a une meuf qui a la coque de téléphone que moi j'ai créée avec mon équipe. 100% moi. Et finalement, j'ai gagné 0 € sur ce projet. J'ai absolument rien gagné. J'en ai créé une autre après annexe parce que du coup, je devais me différencier. Mais j'ai déjà pris ce coche de la coque en deux parties. Et en fait, j'ai tué mon marché. J'ai auto-tué mon marché parce que j'ai pas fait de contrat de confidentialité, etc. avec les usines avec qui je travaillais. Donc, petit conseil que je peux donner par rapport à ça. Si vous êtes en train de créer quelque chose de solide, n'hésitez pas sur les avocats, n'hésitez pas sur vraiment les contrats, etc. pour tout consolider.
Parce que sinon, vous allez vous retrouver comme un con comme moi à ne pas faire 1 euro sur un projet qui m'a coûté je ne sais pas combien de mois et d'argent. Et maintenant, j'en ris, tu vois, parce que je trouve ça marrant de m'être fait dupliquer partout en Chine et que tout le monde ait mon produit un peu partout autour du monde. Mais quand j'ai appris, ouais, j'avais eu les boules, quoi. C'est la coque avec où on peut mettre l'image Non, custom. c'est une autre coque. Ok. C'est une coque. Moi, vous verrez. On mettra l'image. Bah moi, ma value, ça va être un peu similaire à ce que tu as dit, justement. C'est comment trouver un produit banger, c'est de regarder sur les sites de Kickstarter, genre Levée de Indiegogo fonds. comme ça, Crowdfunding. levée de fonds. En fait, ils préparent des produits de dingue, des nouveautés technologiques, des trucs révolutionnaires. Et vous regardez ceux où c'est qu'il y a le plus de fonds, c'est que les gens mettent, c'est-à-dire où c'est que les gens ils croient au projet, les gens sont animés par ce projet. Et ensuite, vous allez regarder sur AliExpress, Alibaba, Taobao, parce que les Chinois copient vite. Et en fait, les plus gros winners de ces derniers temps, souvent, enfin, beaucoup de gros winners, en fait, sont inspirés de levées de fonds, donc ils n'ont même pas encore lancé le produit. Mais les Chinois, ils ont répliqué et les dropshippers ont déjà inondé le marché. Donc, si vous voulez être en haut de la vague, de pas copier des concurrents, ben, copiez simplement les Kickstarter. Et vous serez le haut de la vague en C'est e-com. vrai. 100%. Voilà. J'avais vu sur Kickstarter un jeu de société, etc., avec des cartes, etc., et qui avait levé genre 3M. Et quelques jours après, je vois sur Calodata, genre vraiment un truc ultra similaire. Enfin, pas quelques jours, mais quelques semaines. Et pareil, ça printait. Et d'ailleurs, je sais pas ce qui se passe en ce moment sur Calodata, mais je vois des livres faire des 30K, 50K, des 100K. Alors, c'est une zinzinerie, c'est vraiment incroyable. Tout marche en vrai. Moi, ouais. Dernière value, en vrai, prenez du mass market qui se vend à fond, différenciez, comme je vous ai dit, le persona ou l'angle marketing et vous printez. En vrai. Mhm. Moi, le e-commerce, il faut juste arriver à comprendre de le faire de la bonne manière, mais pour moi, le e-commerce, ça va pas plus loin. Tu prends ce qui marche, tu fais mieux, tu vois. Tu fais différent. Ouais. Ou tu vends à un autre marché. Ou tu vends à notre marché, mais dans tous les cas, si le produit est vraiment Non, saturé, mais ce que imprimé, je veux il dire, sera un vendu partout. autre marché, ça veut dire que tu vends, je crois que c'est Red Bull, je sais plus, qui vendait à un certain type de persona. Et simplement, tu prends et tu vends un autre type de persona, tu vends à tous les gens qui vont à la salle, les jeunes sportifs qui vont à la salle. Mhm. Et toi, personne n'avait pensé à cet avatar-là. Et je dis, c'est pas je tiens à dire, disclaimer, c'est pas le cas réel. Je sais plus si c'est Red Bull, mais il y a une histoire comme ça, c'est que d'une marque avait explosé parce qu'elle visait le mauvais persona, puis Ok. juste de changer de marché, Ok. de persona en fait, eh ben, que personne n'avait pensé, ben, ça te permet d'exploser. Mhm. Donc d'avoir un produit qui cartonne pour tout le monde, pour une certaine niche, et toi tu vas dans un autre avatar, dans une autre niche, c'est que les gens n'ont pas pensé à un autre marché, ça peut te permettre de faire beaucoup d'argent. C'est clair. Banger. Banger. Non, ouais. Rien à voir, mais quand tu parlais justement de l'argent que tu as perdu en faisant ton produit que tu n'as finalement pas lancé, Ouais. j'avais entendu quelqu'un qui était devenu multimillionnaire juste avec des brevets, genre sur des chaises et des choses comme ça. Ok. Donc, quand tu déposes tes idées, parfois, tu peux faire vraiment beaucoup d'argent. Bon, bah, je pense qu'on est tout bon. Hein. C'est ce qu'on a mitraillé aujourd'hui. Je pense, les amis, en vrai, peu importe ce qui vous arrive, charbonnez à fond. Je pense que c'est le mot de la fin. Ouais. Charbonnez comme vous avez jamais travaillé. Si vous voulez réussir, si vous voulez exploser dans votre vie, si vous voulez atteindre vos rêves les plus fous, que ce soit pour votre famille, pour vous-même, pour sortir d'une dépression, comme moi, ça aurait pu être le cas, où je connais pas trop vos histoires, mais peut-être que ça vous a changé pas mal de choses dans votre vie. Travaillez comme des acharnés. N'écoutez pas les personnes qui vous disent que c'est impossible. N'écoutez pas les personnes qui vont vous mettre sous terre, etc. Tout est possible. Si quelqu'un l'a fait, les amis, c'est que c'est possible. Alors croyez en vous, croyez en vos rêves, et ça va le faire, les amis. Merci d'être passé sur Master. Il y aura un lien dans la description pour toutes les personnes qui ont plus de 30 commandes par jour, c'est ça, Ça. minimum. Eh ben, vous pouvez peut-être avoir la chance de travailler avec Avec plaisir. ton agence. Avec grand plaisir. En tout cas, merci à vous, les amis, et Au Un prochain. plaisir. À bientôt. Ciao, Merci, ciao. merci pour ceux qui ont regardé jusqu'à les dernières secondes du podcast. mettez Vous un êtes statistiquement ceux qui vont avoir le plus de chances à réussir si vous passez à l'action. Et 100%. mettez un commentaire un peu loufoque, qu'est-ce qu'on pourrait dire, juste pour ceux qui sont là et pour voir s'il y a des gens un peu Fulfillment. ouais, Ouais, c'est un peu compliqué. Mais- Full, plein. mettez Full. non, mettez juste master avec 2 R, comme ça on a le truc, tu vois. Ok, Mettez pour les master vrais. avec 2 R pour voir qui sont les vrais, comme ça on voit un peu qui reste jusqu'au tout. Très bonne journée à vous. Vas-y, à bientôt. Ciao. Ciao.